Bonjour, cet épisode est une présentation de la Fondation Jasmin Roy. Chaque jour, tu rencontres un tas de personnes et tes compétences relationnelles te permettent d'échanger avec eux de façon positive et agréable. Pour tout savoir sur les saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle, visitez fondationjasminroy.com. Bonjour, bienvenue à cet nouvel épisode de Dread sur le tape, le 5e de la nouvelle saison. Et d'entrée de jeu, je manque de salive. Déjà, ça commence. Puis il est jeune, là. Ça commence. Déjà d'entrée de jeu, je vous fais un message erratum qu'on a publié sur nos médias sociaux. Une petite erreur qui concerne le premier épisode de la saison avec Pierre-Luc Dubois et Sam Breton. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi tu fais un message d'erreur au 5e épisode concernant le premier épisode? Tu as eu 4 semaines. Mais en fait, les plus malins d'entre vous sauront qu'on a maintenant notre page Patreon qui permet de donner accès aux épisodes des semaines suivantes à l'avance aux membres Patreon. Donc, les introductions sont enregistrées légèrement à l'avance, ce qui fait que c'est à celle-ci que je suis rendu. Donc, bref, tout ça pour dire, si vous voulez les épisodes des 2 semaines suivantes à l'avance, allez sur patreon.com/tape. C'est pour ça que je fais part du message seulement au 5e épisode. Donc, le voici. En fait, c'est ça, on a eu un petit bug technique lors du montage et on s'en est rendu compte après la diffusion. C'est bête. C'est vraiment, honnêtement, c'est bête. C'est con. C'est vraiment con. C'est que, en fait, à partir de 50 secondes, il y a eu une coupure et ça a coupé une partie de mon introduction qui, oui, sont toujours un peu psychotiques et traumatisantes, mais là, je sais pas si il y en a qui se sont rendus compte que ça faisait pas vraiment de sens. Probablement que oui, vous vous êtes dit, il est encore mongol comme d'habitude, et ça, c'est tout à votre honneur parce que c'est vrai que je suis pas toute là. Mais, non, en fait, ça, il manquait un bout d'introduction qui était accidentellement coupé, et là, on s'en est rendu compte je pense, le lendemain, fait qu'on a rétabli l'erreur, on a corrigé l'épisode. J'espère que c'est bête parce qu'en fait c'est ça le bout qui a été coupé, c'est moi c'est moi qui explique toutes les nouveautés de la saison. C'est moi qui explique tout ce qui est nouveau avec cette saison, qui explique le retour, la page Patreon, plein d'affaires à la Mission Forge Break. Je fais un retour, un recap sur un peu les questions qui sont souvent posées et les nouvelles affaires excitantes de la saison, et c'est vraiment un message du cœur. Donc je vous invite, je sais que c'est weird, mais je vous invite à aller juste réécouter. C'est à 50 secondes. Allez à l'épisode 1, allez à 50 secondes. Mais je l'ai déjà, oui, mais vous n'avez pas entendu ce bout-là. Allez à 50 secondes et vous allez juste entendre un peu les nouveautés, où est-ce qu'on est rendu avec le podcast, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment un message du cœur et je pense que ça vous concerne et que ça va prendre quelques minutes et ça va faire beaucoup plus de sens que l'épisode qui était paru initialement sur c'est ça. Donc épisode 1 de la saison 3, donc épisode avec Pierre-Luc Dubois, Jasmin Roy. Allez checker ça va prendre quelques secondes. Et après ça, l'épisode vous avez écouté là, j'ai écouté, je le sais. Ben ouais, c'est malade. Donc, c'est le message que je voulais passer. Ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui avec monsieur Marc-Antoine Godin. Quel interlocuteur de qualité. Bravo Marc-Antoine, non, vraiment c'est un journaliste qui était à la presse pendant longtemps, qui est maintenant à The Athletic Montréal, qui est selon moi l'avenir du journaliste sportif dans leur approche, et c'est un gars très articulé, un interlocuteur de grande qualité, un gars intelligent, dégourdi, et vraiment un bel échange, vraiment une très belle rencontre. En plus, ça va dans tous les sens, c'est un féru de cinéma en plus. Écoute, un gars fait sur mesure pour moi. Même pas de traduction dans son nom, Marc-Antoine. Ça te donne une idée comment il est malade. Donc, non, vraiment. Et je l'ai rencontré le 2 août 2018 pour remettre en contexte parce que c'était avant que The Athletic célèbre même son premier anniversaire. Donc, voilà. Donc, oui, c'était beaucoup de messages, mais c'était dans le plus grand des plaisirs. Faut pas se mentir non plus. Faut s'amuser. C'est comme ça, la vie est courte. Hein? Alors, je vous laisse avec le copain. Ça y est, je m'en fous. Je l'appelle le copain. Regarde, il est trop tard. Alors, je vous laisse avec le copain que j'ai rencontré, je rappelle, 2 août 2018, monsieur Marc-Antoine Godin. Avec David Bocage. Marc-Antoine Godin. Ça va bien, Marc-Antoine? Oui, ça va bien. Je pense que c'est mon nom. Oui, c'est mon nom. Pas de trait d'union? Pas de trait d'union. Non, je suis pas fou, là. T'es pas fou, mais sais-tu quoi? T'as le sens d'observation de me dire pas de trait d'union parce que ça serait l'étape. Si c'était juste ça qui accrochait, là, j'aurais pas de problème dans la vie. Mais le nombre de fois où on m'appelle Marc-André, ça fait mal. Et écoute, est-ce que ça a augmenté depuis l'arrivée de Marc-André Grondin? Marc-Antoine Godin, Marc-André Grondin?
Ou non, ça a toujours été... Ben, c'est parce qu'on a eu nos carrières respectives. En même temps. on montait en même temps. Mais, tu sais, c'est arrivé par le passé sur Twitter, par exemple, que je me faisais féliciter pour mon rôle dans tel film. Ah, Crazy, ben oui, t'étais malade. J'étais écœurant. Vraiment impeccable, on y aurait cru. Puis, fait que là, tu sais, des fois, j'envoyais des trucs genre, ça c'est pour toi, tu sais, ou l'inverse aussi, quoique il y a un petit peu moins d'overlap dans son cas parce que c'est tellement un grand amateur de hockey que ce serait facilement... ça pourrait faire tout ce qui s'adresse, tout ce qui est question de hockey pourrait facilement être adressé à lui, tandis que bon, ce qui est interprétation cinématographique, moi c'est moins mon bag. Mais on m'a dit que tu étais un gros fan de cinéma, cela dit. Ouais. T'es bien informé. Oui. Oui, absolument. Grand fan de cinéma. J'ai fait du court-métrage dans une autre vie. Même. Comme réalisateur. Ouais. Et scripteur également. Ouais. C'est ça. Des kinos. Des kinos, exactement. Donc, c'est des... Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le kino, ouais, c'est ça. Ouais, ben, kino, c'est une... on a appris à le définir comme étant une coopérative de court-métrage. Donc, de la manière... C'est mon meilleur ami qui a parti ça, Christian Laurence, en 1999. Puis... l'idée, c'était qu'on se réunissait à chaque mois, une fois le premier du mois ou enfin le premier vendredi du mois, on se réunissait puis on se montrait nos films. Et puis les commentaires faisaient en sorte que bon, ça devait entraîner une certaine forme d'émulation, puis d'amélioration collective. Puis là, ça grossit. Puis à un moment donné, ben là, ça avait commencé à Montréal. Puis là, il y a eu une autre cellule de kino qui a popé à Québec. Puis à un moment donné, il y en a eu une autre à Trois-Rivières. Puis après ça, il y en a eu une à Paris. Puis après ça, il y en a eu une autre au Wisconsin. Puis après ça... C'est toute partie d'ici, ça. C'est ça que tu me dis. Oui. Fait que là, c'est devenu comme une espèce de gros... de grosses... comment je peux dire... grosse méduse. Alors, tu sais, et il y a des succursales partout. Et là, ce qui est le fun, c'est que les gens qui sont dans le kino, ben là, disent, ben il y a un kino, mettons, en Allemagne. Fait que je vais aller voir la gang en Allemagne, puis ils organisent des événements. Ben, un gros power de court-métrage qui va durer une semaine, mettons. Alors là, toi, tu débarques en disant, ben moi, je viens de Kino Montréal. Puis, ben viens-t'en, on va faire le party. Alors là, tu as comme une espèce de communauté qui se rejoint dans leur plaisir de faire des films. Est-ce que ça se peut que kino, ou c'est une déformation avec les années, mais ça a pris un peu le sens d'un kino, c'est quelque chose que tu dois faire un film que tu dois faire un temps donné, c'est pas 24 heures ou c'est pas devenu ça? Non, mais le 24 heures, c'est dans ce qu'ils appellent les kinos cabarets. C'est ces événements-là où est-ce qu'on fait des blitz, tu sais, c'est genre en 24 heures ou en 48 heures. Ouais, mais exact. Un kino, c'est ça. C'est un court-métrage qui est fait avec peu de moyens, maximum débrouillardise, tu sais, puis t'as des gars comme par exemple Stéphane Lafleur, tu sais, le chanteur d'Avec Podcast. Qui a fait également des longs métrages comme Tudor Nicole. C'est ça, Continental, etc. Bon, ben, lui, il était dans notre gang, tu sais. Alors, puis il y en a d'autres, là. Falardeau, tu sais, il y en a plusieurs qui ont... Ouais, il y en a et plusieurs. Non pas Pierre, je me... Non, c'est ça. Pierre, il se serait crissé. Excuse-moi. Ouais, parce que... moi, tu disais... c'est ça parce que en fait c'est ça je veux dire ça c'est que c'est des trucs qui sont faits très rapidement. Ouais. Donc souvent ça partait comme un exercice créatif assez complètement. assez pété là. Ouais. De comme écrire une tune comme dire écrire une tune dans une journée à quelqu'un, tu sais, ça te force à... Il y a un côté écriture spontanée, mais là de cinéma spontané, il y a un peu de ça effectivement, mais en même temps, tu sais, c'était juste le défi de dire, ben là, le premier du mois, il fallait que tu livres la marchandise. Ouais. Mais à un moment donné, ils ont lâché ça, puis ils ont dit, bon, ben, quand tu présentais un film, tu disais, bon, ben moi, mon prochain, je le cale pour dans 3 mois, sachant que j'avais un projet à plus grande échelle, parce que à mesure que le temps avance, puis qu'on vieillit, ben on a un peu moins de temps, on veut faire les choses un peu mieux, fait qu'on veut prendre le temps. Puis il y a comme un cycle, tu sais, qui fait en sorte que on était tous à l'université à ce moment-là, puis à un moment donné, quand tout le monde s'est trouvé une job, soit dans un autre milieu ou soit dans ce milieu-là, ben ils ont comme délaissé Kino, mais ceux qui étaient le jeune public a remplacé les réalisateurs. Fait qu'il y a comme une nouvelle génération, ce qui fait que ça se renouvelle continuellement. Ouais. Mais c'est bon, un peu comme c'est comme un genre de phase créative qui est très importante, un peu comme l'impro Léo Cégep, de se lancer puis de juste en faire. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de gens, mettons, si tu fais jamais ça, ou qui vont très intellectualiser. En fait, moi, mon film serait... Dans le fond, tu vas penser à un film toute ta vie que tu feras jamais. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que... Ça t'incite à passer à l'action. Ouais, t'as pas le choix, tu sais, de faire comme, OK, dans le fond, c'était peut-être pas parfait, mais au moins, d'aller chercher cette drive-là, tu sais, d'accomplir quelque chose. Ouais.
On va revenir à Marc-André Grondin, parce que quand tu marques Marc-Antoine Godin dans Google Images, c'est presque juste des Marc-André Grondin qui sortent. Ouais. Donc, même Google te respecte vraiment pas ta juste valeur. Non. Marc-André Grondin, que j'ai recroisé récemment en plus, parce que dans une série d'entrevues au ZooFest, Jay du Temple recevait diverses personnalités, et Marc-André était là, et je l'ai revu là, en coulisses, et quel gars smart qui c'est la personne la moins showbiz au monde, Marc-André Grondin. C'est ça qui est vraiment incroyable de lui. Et tout ce que je dois dire pour finir avec Marc-André, c'est qu'il était venu ici au podcast. Et pour ceux qui veulent savoir l'anecdote de la fois où Marc-André Grondin a passé une soirée avec Ville Leno, ça se passe. J'en dis pas plus parce que je me souviens même pas de ça, mais je me souviens des détails à l'écouter l'épisode. Je t'ai invité, oui, pour parler de cinéma, certes, mais aussi de ton occupation à temps plein, du motocross. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. T'es quand même, pour ceux qui te reconnaissent je vais dire Twitter, mais probablement plus la presse. J'ose imaginer, il y a quand même 17 ans à la presse. Si je me trompe pas, avant que tu sois repêché. First overall. Non, mais je sais pas le rang, mais en tout cas. C'est exact. Ouais, je pense que j'étais, par l'équipe de l'Athlétique Montréal, j'ai été repêché au 2e rang. Ouais, oui. C'est ça, c'est qui au premier rang? Arpin Bassou. C'est celui qui est devenu finalement le rédacteur en chef de l'opération à Montréal. Là. Exact. Et, ce qui est très important, moi, je suis abonné à The Athletic, donc on pourra en parler plus longuement. Ouais. Mais, tu dois expliquer à tout le monde qui nous écoute, et c'est parce surtout que ça s'adresse aux die-hard fans. Je pense que oui. Et j'ai converti plusieurs personnes. C'est vrai? Et ouais, c'est Sébastien, Sébastien Mathieu, un ami en commun qui m'en avait parlé d'entrée de jeu. Ouais. Et lui, moi je me suis abonné. Justement, des fois en plus il y a des blitz promos où ça revient à quelques dollars par mois. Là, ça vaut vraiment la peine surtout à ce prix-là, de l'essayer. Bref, c'est assez récent, The Athletic. Là, c'est vraiment pas tout le monde de mon âge, et donc je te laisse imaginer plus vieux, qui savent c'est quoi. Qu'est-ce que c'est? Ben écoute, The Athletic, c'est un site de sport qui a été lancé il y a environ 3 ans, un peu plus de 3 ans. Également disponible en application, je veux dire, parce que c'est quand même exact. C'est pas juste un site Internet. Honnêtement, c'est devenu surtout une application mobile. Oui. L'application mobile, elle torche. Elle est vraiment impeccable. Puis, alors, les gens consultent et lisent notre matériel surtout sur leur téléphone mobile. Mais oui, il y a aussi... Tu peux consulter le site web également. Mais bon, c'est sur des plateformes numériques. Et c'est de la manière que ça fonctionne, ça a été lancé d'abord à Chicago et ensuite à Toronto. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est recréer des pages sportives locales, mais en créant un réseau. On parlait de Kino tout à l'heure. C'est un peu la même idée d'avoir des cellules qui se réunissent en un réseau. Et puis, sauf que chaque cellule est indépendante. Alors, ils embauchent des gens, par exemple, à Chicago pour couvrir les Blackhawks, pour couvrir les Bulls, pour couvrir les Cubs, etc. Et ça attire les gens de Chicago pour vraiment pour pouvoir lire de façon plus approfondie sur les textes. On n'est pas vraiment des journalistes pour qui la primeur, être les premiers sur la nouvelle, c'est la priorité. Nous, c'est davantage d'explorer en profondeur, d'aller également ailleurs. Il y a je raconte souvent l'anecdote. Il y a un journaliste qui travaille pour NHL.com qui m'a déjà dit qu'un de ses professeurs en journalisme lui avait dit, en journalisme, you have to be first, you have to be the best, or you have to be different. Hey, il y a quelqu'un qui est passé au podcast qui m'a dit ça aussi. Ouais. Je me souviens plus c'est qui, mais on s'est fait raconter ça aussi. Ouais. Ben moi, ça m'a marqué énormément parce que c'est vrai. Il faut que tu sois le premier, il faut que tu sois le meilleur, ou il faut que tu sois différent. Évidemment, tu veux être les trois. Ouais. Mais je pense que chez The Athletic... Est-ce que c'est même possible d'être les trois, dans le sens que c'est comme... Honnêtement, tu peux pas être le premier... Non. Parce que c'est comme ça, je vais être vraiment bon au country. Il faut que tu restes ton genre à un moment donné, je pense. Oui, absolument. Puis, c'est connaissant cette job-là, c'est tellement exigeant et ça prend tellement de temps pour être le premier qu'après ça, tu peux pas t'attarder à faire quelque chose de différent quand on travaille. C'est de dire, je vais être le premier sur telle nouvelle, tu sais. Alors, puis l'aspect primaire avec l'aspect Internet a complètement changé, là. Ah, écoute, moi, il est arrivé des moments où, tu sais, sur Twitter, j'avais sorti un contrat... Attends, pas le dernier contrat de Carey Price, mais l'autre avant. OK. Ouais, pas celui 10.5. Celui à 6, ouais, c'est ça. Le dernier contrat aussi qu'a signé Andrei Markov.
Mais ça, ces primeurs-là, je peux pas me promener avec une pancarte en disant « Je vous l'ai dit ». Quoi qu'il y en a qui sortent la nouvelle puis qui veulent vraiment que les réflecteurs soient sur eux. Moi, je suis pas de même. On a tous des noms en tête, on n'a pas besoin de les dire. Mais ça sert à rien. Tu sors une nouvelle puis 40 minutes après, d'où elle est originée, d'où elle est partie, ça importe peu. Ouais. Alors, et c'est comme si c'est aussi tous les plus gros noms qui récoltent ce crédit-là, si on veut. Ouais. Dans le sens que tout le monde suit les plus gros et les plus gros peuvent reprendre la nouvelle puis tout le monde va dire on sait bien. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas vrai dans tous les sports. Oui. Au baseball, on le remarque de plus en plus que les gros noms qui sortent normalement des primeurs, ils vont dire tel gars était premier là-dessus. Puis si c'est un plus petit, ils vont dire que c'est un plus petit. Ah ouais, il y a il y a une espèce de code d'éthique qui a pas autant au hockey, mais au hockey, c'est ceux qu'on appelle les insiders. Ils sont une demi-douzaine environ à se partager le marché parce que c'est des gens qui ont des plateformes nationales. C'est souvent des gens de la télévision qui sont utilisés par des directeurs généraux, par des agents ou même par des gens de la Ligue pour transmettre de l'information. Puis c'est beaucoup plus simple de dire, moi, je veux parler à quelqu'un de TSN qui va répandre ça à tout le monde. Au plus de gens possible. Exactement, qu'au gars qui travaille pour le Columbus Dispatch, qui, lui, va être plus niché. Bon. Alors, tout ça pour dire que des insiders, on en a chez The Athletic, on en a dans tous les sports. Ouais. On a Pierre Lebrun qui écrit chez nous pour le hockey, on a Ken Rosenthal pour le baseball, etc. Mais il y a également cette idée-là de dire, on a des pages locales, on a des ressources nationales, mais on a des pages qui sont locales. Puis quand tu t'abonnes, mettons, à Athlétique Montréal, tu vas lire ce qui concerne les actualités ici ou des articles qu'on écrit sur les équipes sportives de Montréal, mais tu as en même temps accès à tout le contenu d'ailleurs. Fait que si tu es un fan du Canadien, mais tu es aussi un fan des Bears de Chicago, puis des Padres de San Diego, tu peux dire, moi, je vais me faire un contenu à la carte ou sur mon fil de nouvelles. Je veux des nouvelles sur les Canadiens, les Bears puis les Padres. Fait que, et aussi de savoir, ne serait-ce que, mettons qu'on reste dans le même sport, de savoir, parce que, tu sais, chaque équipe a ses auteurs locaux, c'est-à-dire les beat writers de cette équipe-là. Ouais. Mais si tu dis, moi, je suis tout du hockey, mais tu vas savoir qu'est-ce que les gens d'Edmonton pensent sur les Oilers. Exactement. Et d'aller chercher... C'est comme, tu sais, que le fameux dicton de Think Local, Act Global, appliqué au sport. Absolument, c'est ça. C'est absolument ça. Puis ce qui est le fun, c'est que on peut avoir... Tu sais, on met en commun aussi nos connaissances, nos contacts. Fait que s'il y a un échange entre le Canadien et les Oilers, moi, je peux parler à des gars qui travaillent sur les Oilers. Je peux renvoyer à leurs articles. Tu sais, il y a un échange d'informations, il y a une fluidité qui bonifie énormément la couverture. Tu sais. Puis, il y a des choses qui ont été faites chez Athletic qui ont pris énormément de gens par surprise. Deux éléments en particulier. Le premier élément, c'est que c'est un site qui est payant. Donc, on a décidé d'aller complètement contre la publicité, de dire il va y avoir zéro pub dans notre application ou sur notre site web, puis on va y aller par abonnement. Pourquoi? Parce que si vous suivez moindrement le monde des médias, vous vous rendez compte que les médias, ça va pas bien. Et tout le monde mise sur la même affaire, c'est de dire notre contenu va être gratuit, puis on va se financer avec la publicité. Ouais. Sauf que plus les années avancent, plus la tarte publicitaire réduit et tout va chez Facebook puis Google. Ouais. Alors les annonceurs vont tous à la même place. Alors à un moment donné, donc tout le monde se bat, tous les médias se battent pour des annonceurs qui finalement ont le gros bout du bâton puis qui peuvent réduire le prix de leurs annonces ou dire là regarde si ça marche pas ici, moi je vais aller voir ailleurs, tu sais. Et ça fait en sorte que les revenus baissent. Nous avec Athletic, on se soustrait de ce problème-là en disant, venez chez nous, venez vous abonner, puis après un an, si jamais vous aimez pas ça, tout bad, vous en allez, puis c'est pas plus grave. Sauf que je pense qu'on a vécu dans un leurre pendant une vingtaine d'années à croire que l'information devait être gratuite. C'est sûr qu'elle est facile d'accès, mais en même temps, il y a toujours quelqu'un qui doit aller couvrir un événement, qui va à la source, qui se déplace pour aller couvrir des matchs, pour aller couvrir des entraînements, pour aller interviewer des gens. Puis après ça, il y a des outils qui sont mis en place pour pouvoir émettre ces informations-là. Il y a une structure, il y a un coût qui est lié à ça. Puis, on dit souvent, if you don't pay for the product, you're the product. Si tu payes pas pour le produit, c'est que c'est toi le produit. Mm-hmm. Alors,
tu veux peut-être que ce soit gratuit, mais un instant, c'est peut-être toi à ce moment-là, dans toute la gratuité qui t'est offerte, qui est la marchandise. Parce que avant que tu daignes lire un texte de 3 paragraphes de long avec un teaser super accrocheur, mais que finalement, il n'y avait rien dedans. Avant que tu lises les 3 paragraphes, on va te sortir 2 annonces puis une espèce de vidéo fatigant. À un moment donné, ça devient pesant. Ouais. Puis je pense que les gens ont le droit à quelque chose de plus sérieux puis de plus étoffé. Certainement. Puis la deuxième affaire, à part le fait qu'on est allé pour un modèle payant, c'est qu'on est allé vers l'écriture. Tout le monde dit, ben là, l'écriture, les gens ont plus le temps de lire, les gens ont pas la concentration nécessaire pour lire, on veut du vidéo, du snip-snap. Mais on est allé complètement à l'encontre de ça parce que à un moment donné, les gens veulent de la viande. T'sais, les gens veulent du matériel, veulent se faire raconter des histoires. Puis quand c'est bien raconté, quand c'est bien écrit, on réalise que les gens ont encore énormément de souffle dans leur lecture, puis ils vont rester avec toi si jamais tu leur offres quelque chose qui est intéressant. Ouais. Alors, c'est le défi qu'on s'est donné, puis jusqu'à maintenant, la réponse est super bonne. Ouais. Alors, on continue là-dedans, sauf que nous, à Montréal, c'est notre... Tu sais, je te disais tantôt que Chicago puis Toronto, ça avait commencé, je crois, il y a 3 ans. Nous, on n'a pas encore fêté notre premier anniversaire. Alors, c'est le temps de se faire connaître, c'est le temps que les gens apprennent quel est le nom athlétique. Mais maintenant, il n'y a pas juste la RDS, la presse, puis 98.5 qui sont sur la route et qui suivent le Canadien. Ben nous, on est là aussi, puis on est devenus des joueurs là, au même titre que les autres. Et surtout avec un angle différent. Et tout ce que tu disais m'interpellait beaucoup parce que la forme longue, la forme plus en profondeur est exactement celle qu'on préconise avec le podcast. Donc, c'est pour ça peut-être que je m'identifie à votre courbe B qui n'est pas basée dans l'opinion. Et je lisais en quelque part que votre approche était plus basée dans la tête froide, si on veut, et moins dans l'émotion du moment ou des trucs. C'est plus des articles sur la compréhension. Je pense aussi qu'il y a beaucoup un retour de votre part. Je sais pas, encore une fois, je sais pas à quel point tes boss t'ont parlé de ça ou vous donnent des... Mes boss me parlent pas. Non, c'est ça. Ouais, vas-y. On y reviendra plus tard, c'est sûr. Okay. Non, mais par rapport au storytelling, la notion de storytelling, comme on l'a remarqué, par exemple, dans un site comme Players Tribune, qui est un hit depuis quelques années, qui est gratuit. Donc, peut-être certains vont vous dire comment ça que je vais lire ça gratuitement. Mais bon, c'est différent quand même parce que The Athletic est beaucoup plus assidu en quantité est beaucoup plus développé, mais on revient au storytelling. Il y a ça, encore une fois, comme on dit, on veut se faire raconter des histoires et non pas se faire dire le score d'une game qu'on a su en direct sur un téléphone en même temps. Tu sais. Donc, il y a ça aussi, à quel point c'était... ma question s'en vient, là, le storytelling et tout ça, à quel point ça a été... Vous en êtes fait parler par vos supérieurs de voici notre angle, notre style. Ouais. Et toi, dans tout ça, qui passe d'un gars qui a écrit à la presse pendant 17 années... au sport, on s'entend écrire pour un quotidien. Au sport, c'est une chose, mais là, ta transition dans ton style d'écriture, qui peut-être même inconsciemment était formée là, après 15 ans, vers The Athletic, comment ça a changé? C'était un peu en 2 volets la question. Mais c'est vrai que le storytelling, moi, quand on m'a approché pour que je joigne Athletic, on m'avait dit que justement qu'ils misaient beaucoup là-dessus, puis qu'ils allaient nous laisser le temps justement de raconter l'histoire de la bonne manière. Puis à un moment donné, s'il y a un événement qui se produit, ben c'est pas de se garrocher pour écrire rapidement une nouvelle qu'on va mettre sur notre plateforme. On va prendre le temps, peut-être qu'on va arriver le lendemain. Des fois, ça va être 3 jours après. Mais ça va être une histoire qui va être complète, qui va être plus peaufinée. Et souvent, quand on va vers des angles qui sont un peu plus champ gauche, justement, des histoires qui vont capter les gens peut-être de manière plus émotive. Puis je pense qu'on a encore du progrès à faire. Je pense qu'on peut faire plus de portraits qu'on en fait à l'heure actuelle. Mais oui, c'est clair que le storytelling... Puis c'est drôle parce que c'est un mot que j'entendais déjà à la presse. J'ai vécu toutes les années à la presse la conversion entre le journal papier puis la plateforme iPad, la Presse Plus, où là, la question de storytelling, j'en entendais, c'était placardé sur les murs. Et il y a des choses, il y a des réflexes. J'écoutais justement ton podcast que tu avais enregistré il y a quelques mois avec mon ancien collègue Guillaume Lefrançois. Oui. Et lui, il parlait du fait qu'il y avait des défis à renouveler, étant donné que la même nouvelle, du
disons, tu voulais couvrir un sujet ou une nouvelle qui s'était déclarée à l'entraînement du Canadien le matin et que lui devait penser en fonction du fait que sa plateforme publiait son texte à 5 heures le lendemain matin, il pouvait pas simplement répéter la même nouvelle, il devait arriver avec des angles rafraîchis par rapport à ce traitement-là. Moi, j'ai un petit peu la même optique avec Athlétique. Alors, j'ai été bien formé à la presse à penser comme ça. T'sais. Alors, mais là, où est-ce que je m'en allais avec ça? Je sais pas. C'est ça un podcast. Non, mais en fait, on parlait du storytelling, on parlait de ta transition. Ouais. De ta transition en termes d'écriture. Mais c'est ça. La transition, ce qui est le fun, ce qui a beaucoup changé, c'est que à la presse, j'avais un deadline, alors que là, j'en ai plus. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une super bonne chose. Okay. C'est une super bonne chose. C'est une mauvaise chose pour mon épouse, parce que ou pour ma santé mentale, de dire à chaque match du Canadien, si je veux écrire une chronique qui est, comme on dit, excusez l'expression anglaise, mais qui est big picture, qui ne raconte pas le match, mais un élément du match qui peut signifier quelque chose à plus grande échelle, je m'attarde là-dessus. J'ai une réflexion qui va faire en sorte que je vais peut-être commencer à écrire une heure après le match ou une demi-heure après la disponibilité média, puis je commence à écrire, puis je vois des collègues qui ont déjà terminé, tu sais. Alors, Arpin et moi, on est souvent les derniers à quitter le Centre Bell le soir. Mais si je finis mon texte à 2 heures du matin, c'est pas grave, tu sais, parce que je pense que la qualité de mon texte augmente et bénéficie du fait que j'ai moins la contrainte de temps. J'ai pas de contrainte d'espace non plus, tu sais, ou dire, il faut que ton argumentaire, il faut que tu le formates pour que ça rentre dans 65 lignes. Puis, alors, tu sais, si un jour je sens que je peux me lâcher lousse, puis je veux tester des affaires, tester des formats, faire quelque chose d'un petit peu plus humoristique, ou j'ai fait une rencontre avec quelqu'un avant le match que je peux trouver pertinente avec mon récit de la soirée, je le fais, puis si ça doit prendre le double de cet espace-là, ça le prendra. Tu sais. Si je veux ajouter une reprise d'un jeu, parce qu'on développe un jeu en particulier sur le match, je peux intégrer le vidéo. Tu sais, il y a de la flexibilité que j'avais pas vraiment à la presse. Oui, puis aussi l'aspect 2.0, d'avoir un clip vidéo au milieu de l'article. T'as pas ça dans un journal. Non. Dans Harry Potter, oui, mais je veux dire, dans la vraie vie, t'as pas ça. Tu sais, cette espèce de multimédia qui est vraiment intéressant pour approuver un point. Ton argumentaire est un clip vidéo de tel joueur. C'est malade, là, tu sais. Ouais. Il y a des sites web qui le font, mais chez nous, il y a des gens qui le font particulièrement bien, puis c'est pas nécessairement moi qui le fais le mieux, mais il y a des gars, tu sais, il y a par exemple l'ancien coach vidéo des Marlies de Toronto, qui écrit pour nous, puis qui décortique des vidéos, ou encore Mitch Brown, un gars qui est Jason Bourne. Jason Bourne, oh mon Dieu, quel nom familier. Parlant de cinéma. Oui, donc Mitch Brown. J'ai vu un article de lui justement hier. Alors lui, il décortique, il connaît les espoirs du Canadien comme le revers de sa poche. C'est hallucinant. C'est lui qui est en train de faire un top 20, c'est ça, des espoirs du Canadien. Exact. C'est de 10 à 6 qui était 10 à 6, oui, c'est ça. Alors là, puis lui, il dit dans son top, lui, il dit pas nécessairement celui qui est le meilleur aujourd'hui. Il pense toujours en fonction de dire, à l'heure où on est, lequel a le plus de chances de devenir un attaquant top 6 ou un défenseur top 4. Pour les bonnes raisons, justement, que je lisais, tel gars qui était choisi en peu importe 3, 4e, 5e, 6e ronde est quand même mieux ranké qu'un gars repêché en 2e ronde. Comme Sherbak, par exemple. C'est ça. Exact, parce que au stade où il est actuellement, il y a plus de potentiel. Puis c'est vraiment intéressant parce que pour ceux qui aiment vraiment ça et qui veulent lire des trucs différents, mais c'est parce que sans ça ou sans ce truc-là, il y a tellement... mettons, dans les médias traditionnels, c'est tout le temps les mêmes affaires qui sont répétées, mais ça reste en surface. Tu sais, puis, tu sais, mettons... J'essaie de vraiment, depuis tantôt, de pas nommer RDS, mais tu sais, mettons, je sais qu'RDS, ils ont une tangente vers le repêchage, ils vont toujours dire, bon, là, les Québécois. Mais tu sais, pour moi, c'est un faux sujet, là. Tu sais, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de savoir qui sont les gars, d'avoir un compte. J'ai l'impression que beaucoup de gens dont c'est le métier sont surpris à chaque année des joueurs. C'est comme, mais t'es connaissais-tu? T'avais-tu fait des joueurs? Alors qu'à The Athletic, je pense que ce qui a été aussi, ce qui a fait triper, je pense autant moi que justement les gens à qui j'en ai parlé, c'est surtout le repêchage. Puis
puis tout ce qui a été leading up au draft, avec des gars comme Corey Pronman et aussi Scott Wheeler, qui étaient tous les deux pas d'accord sur les mêmes joueurs. Ouais. Et moi, justement, les gens, Kotkaniemi, c'est qui? J'avais le goût de dire, vous avez pas lu vous avez pas fait vos devoirs, les amis, non, parce que Kotkaniemi était très connu depuis longtemps. Puis en plus, moi, je m'en tape le dos, mais j'avais prédit que les Canadiens le prendraient. Ouais. Et il y avait des extraits vidéo, il y avait Pronman était extrêmement chaud sur Kotkaniemi, Wheeler l'était pas, il y avait des débats là-dessus. Ouais. Ils ont fait chacun leur liste, il y avait d'autres articles que c'était eux en discussion par rapport à pourquoi tu as mis lui là, pour qu'est-ce que tu vois dans lui. Et c'est pas des gars qui ont écrit l'article sur le bord de la table, faut que tu aies vu les gars. Puis Pronman même allait jusqu'à dire voici ma méthode de scouting. Les gens disent attends là, t'es pas payé par une équipe pour faire le tour du monde, t'as pas vu les gars jouer. Non, mais il est le seul à faire ça dans la profession. Il est le seul journaliste à se promener de tournoi en tournoi, tu sais, puis tout ça pour pas une équipe professionnelle, on le rappelle. Non, c'est ça. Et il y a eu la transparence aussi de dire voici ma méthode. Et donc, après, tu peux juger selon ta méthode. OK, qu'est-ce que tu as vu? Tu l'as vu jouer en vrai? L'as-tu vu jouer en vidéo? Combien de fois l'as-tu vu jouer? Donc, c'était vraiment intéressant d'étaler sa méthodologie, ce que probablement plusieurs feraient jamais, parce qu'ils ont dit, mais j'expose mes lacunes, puis je suis ouvert à critiquer après. Ouais, bon, c'est bien, toi. Alors, ça, je trouvais ça aussi vraiment intéressant. Fait que tout ce contenu-là j'allais dire presque étrangement, n'est jamais retrouvé dans les médias traditionnels. Non. Il y a quelque chose de tu réalises à quel point aussi c'est en surface, il y a beaucoup de remâchés, puis donc c'est ça que moi je trouvais qui était vraiment intéressant dans. C'est parce qu'on essaie de parler d'autres choses ou encore de revoir, de traiter les sujets de manière différente, parce que il y a souvent, tu allumes la télévision, tu as des émissions de débat, puis chaque semaine, c'est un petit peu les mêmes thèmes qui reviennent, tu as les mêmes arguments qui reviennent également parce que c'est les mêmes intervenants. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, y a-tu moyen qu'on prenne le sujet puis qu'on le revire de bord puis qu'on l'analyse autrement, tu sais? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? C'est ça la morale de l'histoire. Ouais. Au final, là, qu'est-ce que j'ai appris, tu sais? Ouais. Est-ce que des gens qui respirent les doux parfums du passé nous racontent leur opinion ou on apprend quelque chose sur... Je pense que c'est ça aussi des fois de pas rester dans l'opinion, d'aller dans nous faire découvrir des joueurs. Justement, je pense que c'est ça que tu ressors en faisant OK, j'ai pas ouvert mon application. Je viens pas de jouer à Candy Crush. Là. Je viens d'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Bon, certains diraient que c'est une autre forme de maladie, mais ça, je l'assume à 100%. On a parlé du modèle payant qui est quand même... je vais t'interrompre juste un instant pour te dire que j'ai dit que c'était Jason Bourne parce que tout le monde c'est pour ça que JT. Ouais, c'est ça. C'est Justin et non pas Jason. Oh, OK. Justin, fait que, oui. Trudeau et Matt Damon, parfait. Wouldn't. Ouais, c'est ça. Non, parce que tantôt, on avait parlé de The Athletic, puis on a oublié de le mentionner dans le jeu, puis après, tu l'as mentionné en passant, c'est un modèle payant, ce qui peut être bien effrayant pour bien du monde. Comme je l'ai dit, on était, je pense, habitués à ne pas payer pour rien. Ouais. Ce qui m'étonne, parce que dans un épisode récent que je faisais avec Simon Snake Boisvert, là, qui est l'ancien dépisteur, là, qui s'est fait connaître sur le blog de Mathias Brunet. Ouais. Au fond, c'est comme un magazine. Tu sais, avant, tu t'abonnais à un magazine papier. Absolument. Tu le recevais à chaque mois, ton Hockey News, ton Sports Illustrated. Puis là, ça a comme disparu un peu tout ça. Puis le papier a disparu. Mais au final, c'est ça. Je sens que c'est comme si je sens chez le public ou chez le consommateur comme si ça arrive ça demain. Voyons donc. Tu sais, genre, mais non, mais ça existe depuis. Tu sais, les gens payaient pour les journaux. Tu sais, il y a comme si t'as été élevé dans l'ère Internet ou que t'as pas connu, on dirait, il y a quelque chose de... Mais ce n'est pas... Je pense que ce n'est que l'adaptation 2.0 d'un modèle. Tellement. Ben oui, j'ai un collègue à Toronto, tu sais, qui... Quand sur Twitter, il y a des gens qui disent « Jamais je vais m'abonner à vous autres, ça n'a pas de bon sens de payer pour ça. » Ben il répond, il dit « Tu réalises-tu que tu es en train d'engueuler un comptoir à magazine à l'épicerie, là? C'est ça que tu es en train de faire. Ouais. De dire « Non, je ne t'achèterai pas un magazine. » Ben OK. Fine, on ne forcera pas. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on ait juste suffisamment d'abonnés qui vont nous permettre de continuer de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on pense qui va intéresser les gens. Puis au fil du temps, à mesure qu'il va en avoir de plus en plus, on va avoir de plus en plus de ressources pour développer nos possibilités. Le modèle payant, quelle est la réponse en ce moment? Pour The Athletic, genre, comment ça, en ce moment, êtes-vous... Combien de personnes abonnées? Écoute, moi, de manière que ça fonctionne, faut que tu aies une certaine catégorie
faut que tu sois cadre, entre guillemets, d'une certaine manière pour avoir accès à tous les chiffres. Donc, moi, je n'ai pas accès à tous les chiffres. Ce que je sais, cependant, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est la gratuité qui a fait hésiter les gens à Montréal. Je savais que ça allait être une source d'inquiétude, puis que ça allait être, qu'il allait y avoir une résistance par rapport à ça. Mais nous, ce qui a un peu faussé les données au départ, c'est à quel point le début de cette... Nous, on a lancé notre application au début du camp d'entraînement du Canadien, au tournoi de golf, la même journée 2017. Que le tournoi de golf. Ouais. Et c'est quoi ça? C'est où, septembre? Septembre. Le 11 septembre 2017, c'est facile à retenir. Ça porte pas du tout malheur. Non, c'est bon. Écoute. C'est une blague. Et puis, le début de saison catastrophique du Canadien a fait en sorte que le momentum a baissé rapidement. Les gens se sont vite désillusionnés par rapport à la saison du Canadien. Mais c'est notre plus gros crescendo, là, au moment où l'engouement a été le plus élevé, c'est à partir du moment où on a senti, là, je dirais à partir de la date limite des transactions, puis après la saison, quand les gens se sont mis à regarder vers le futur. T'sais. Alors, et dire, là, on est prêt à tourner le repêchage, les joueurs autonomes. Bon, tu sais, donnez-nous quelque chose. Parlons de sujets qui vont générer un peu d'espoir, puis qui vont nous sortir un peu du marasme de la saison. Donc, vous êtes si intimement lié au Canadien de Montréal et à sa saison. J'aurais cru peut-être plus détaché dans vos résultats, d'une certaine manière. Ben écoute, aux dernières nouvelles, là, est-ce que les amateurs de sport à Montréal sont encore farouchement des fans du Canadien? Okay. Puis on a beau dire qu'on est des fans des fans du sport et non pas des fans de hockey, non pas des fans du Canadien. Mais très souvent, peu importe le média où tu vas, si tu écris sur un joueur d'une autre équipe, il y a moins de clics, ça va accrocher moins. Je regardais, je reviens, puis c'est pas seulement vrai à Montréal, c'est pas seulement vrai sur le hockey, mais je suis allé à Cooperstown pour couvrir l'intronisation de Vladimir Guerrero le week-end dernier. Et puis, à un moment donné, je suis retourné à la salle de travail après le discours de Chipper Jones, qui était le premier à passer. Et il y avait une marée de fans des Braves qui quittaient la cérémonie parce que leur gars, qui était passé en premier, était passé. Ouais. Alors, une fois que Chipper Jones est passé, OK, merci, on peut s'en aller. Ouais. Hein? Quoi? Mais là, en instant, il y a quand même 5 autres légendes qui sont... Ouais. Ça vous tente pas de rester. Vous avez fait tout ce chemin-là pour venir à Cooperstown. Vous allez partir juste parce que votre gars est passé. Fait que, les gens sont intimement liés, sont émotionnellement liés à leur équipe. Ouais. Et il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour, d'une part, du côté de l'Impact ou des Alouettes ou de ceux qui veulent ramener le baseball à Montréal pour ôter un petit peu l'attention qui est sur les Canadiens. Parce que là, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux avec le gros œil. Là. L'œil fixe, tout le monde est sur les Canadiens. Puis, bon, je suis le premier à contribuer à ça parce que j'écris sur eux à longueur d'année. Ouais. Mais, ça devient un peu le principe de la saucisse à grade dans la mesure où, parce qu'on parle du Canadien, le Canadien est dans les médias. Et parce que le Canadien est dans les médias, on parle d'eux, puis etc. Puis ça roule sans arrêt. T'sais. Stéphane Leroux était venu au podcast. Il a dit une phrase que je trouve quand même intéressante. Ensuite, à propos du fait que les World Juniors n'avaient pas terriblement marché à Montréal, que le hockey junior n'a jamais vraiment marché à Montréal. Il dit, on n'arrête pas de dire que Montréal est une ville de hockey. Il dit, moi, honnêtement, je suis pas sûr. Je dis, Montréal est une ville du Canadien. C'est ça. Mais est-ce que c'est une ville de hockey? Plusieurs indices semblent nous indiquer que la marque du Canadien est probablement beaucoup plus forte que le sport du hockey. Puis c'est vrai que c'est la marque. Mais cela étant dit, ce qui est correct aussi, moi, ce que je trouve réconfortant avec notre plateforme chez Athlétique, c'est que ceux qui sont fans du sport et non pas juste de l'équipe, ils vont avoir de quoi se nourrir et plus. Moi, c'est ça qui m'attire vers l'application, parce que moi, ce qui m'attire, c'est les équipes de hockey en général. Ouais. Et aussi le baseball. Là. Je m'intéresse de plus en plus au baseball. C'est vrai? Oui. Okay. Surtout, j'ai joué un peu quand j'étais jeune dans les ligues maison, mais j'ai rejoué jeune adulte. C'est là que parce que le baseball, je réalise que tu peux pas aimer ça si tu n'as pas un peu joué, je pense. Non, tu peux, là. Certains vont me dire qu'ils sont fans, mais c'est en jouant que j'ai compris, c'est ça que je veux dire. C'est en jouant que tu réalises à quel point c'est difficile. Oui. Parce que ça a l'air facile, puis tabarouette que ça n'est pas. Parce que tu sais aussi, c'est que chaque sport a son rythme. Ouais. Chaque sport est un métronome, est
a son tempo. Le hockey est le plus rapide des tempos. C'est le sport d'équipe le plus rapide au monde. Bon, sur de la glace, c'est très bizarre comme sport, mais c'est quand même assez incroyable. Et nous, on est habitués à ça parce qu'on est né dans ça au Québec. Ouais. Tout à côté du hockey a l'air lent. Tout à côté du hockey a l'air lent. Mais c'est de comprendre le métronome. Okay? Le football est un sport de jeu. C'est des jeux, le football. C'est une grosse partie de chaque. Mais une fois que tu as compris, tu te dis plus « c'est lent, il y a des arrêts de jeu, c'est plate ». Non, c'est un sport de jeu. Tu comprends la manière de penser. Et le baseball, de la même manière, quand j'ai recommencé à jouer, je suis OK, premièrement, je ne sais pas lancer une balle convenablement. J'ai mal à l'épaule et ça fait 2 lancers. Bon. Tu es en train de me dire que Vladimir te swing ça du champ droit jusqu'au marbre pendant qu'un gars court pas de bon. Pas de bon. Pas de bon. Non, direct, clair. Ouais. Et ça, à la surprise du catcher qui fait finalement, elle s'en vient. Puis pour retirer un gars, tu sais. Et on parle quand même d'un gars qui allait au bat, pas de gants. Ouais. Vladimir. Ça pour dire, et de comprendre aussi les stratégies. Tu sais, les stratégies c'est but, les stratégies au bâton, les stratégies dans le champ, tout ça, tu penses jamais à ça si t'as pas joué, tu sais. Ou si t'as pas été intégré à ça par ton père. Exactement, t'sais. Mon père. Souvent, là, c'est ça, Puis ça, moi, c'est une grande inquiétude que j'ai par rapport au retour du baseball à Montréal. C'est que... La culture du baseball? Oui, c'est qu'on va avoir sauté une génération. T'sais. C'est que pour apprendre et apprécier le baseball, il faut que tu aies été guidé par ton oncle, par ton père, ou peu importe, par une figure plus grande. Viens-t'en, kid, je vais te montrer comment ça marche. Puis qui va t'initier, puis qui va justement te faire apprécier la lenteur de la chose, puis qui va te faire réaliser aussi que c'est un moment aussi de retrouvailles. Aller voir un match de baseball, c'est un contact, c'est une activité sociale. Puis tu vas en comprendre les subtilités, mais tu peux pas... J'imagine pas un kid de 11 ans s'asseoir par lui-même, dire, je sais pas, un dimanche après-midi devant la télévision, c'est OK, je vais regarder un match de baseball, puis qui va être passionné à cause de ça. C'est comme te mettre devant un jeu sans t'expliquer les règles. Exactement. C'est difficile d'aimer ça. J'avais la même inquiétude par rapport au baseball, par rapport à la génération qui a sauté. Et quelqu'un m'a dit, c'était-tu même à cette époque-ci, mais quelqu'un m'a dit que le baseball n'a jamais été autant en santé au Québec. Qu'il n'y a jamais eu autant de ligues mineures. Parce que moi, je m'étais dit, le baseball est parti, l'équipe de la ligue majeure qu'on avait. Donc, le modèle est parti, ça va... Mais apparemment que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Au niveau de la pratique, si l'argumentaire, c'est au niveau de la pratique, il y a des phénomènes bien bizarres qui se passent. Ouais. Au Québec, en ce moment, le seul sport, à ce qu'on m'a dit, où la pratique est en croissance, c'est le baseball. Même le soccer, où on dit « tous les jeunes jouent au soccer », ça a l'air que ça a comme plafonné puis ça va un petit peu dans l'autre sens. Dans le hockey, le hockey a perdu, ça chute de manière significative. Ça a passé de 110 000 à 90 000 personnes qui jouent, qui sont fédérées par Hockey Québec en genre une quinzaine d'années, une affaire de même. Au baseball, par exemple, c'est ça, les chiffres sont en hausse. Puis aux États-Unis, tous les sports sont en baisse, sauf le hockey, qui lui est en hausse. Oui, mais tout ce que tu viens de dire, autant bizarre ça sonne, ça représente ce que j'observe d'une certaine manière. Parce que Hockey USA est extrêmement fort. Ah oui. Hockey USA est extrêmement intelligent dans leur développement des joueurs, dans le très influencé par le modèle, pas le modèle, mais par l'Europe. D'une certaine manière, ils sont beaucoup dans le développement des skills. Ouais. Ils sont très en avance là-dessus. Alors que le Canada, les fameux inventeurs, on est l'inventeur du sport, puis c'est donc notre sang, mais on est quand même un peu trop dans les systèmes, là, puis un peu... je pense que ça commence à changer, mais c'est difficile de changer des infrastructures aussi vieilles et rigides. Mais le Hockey USA sont extraordinaires. Moi, puis c'est que la différence aussi, c'est qu'ils ont le bassin. Oui, bien c'est ça. Quand tu instaures une structure aussi forte, puis mettons que tu développes autant bien, mais que tu as un bassin 10 fois, 10 fois, au moins celui du Canada, sont plus que 330 millions. Eh bien, c'est ça. Le futur va être beau. C'est ça. Absolument. Pour Hockey USA, quand tu repenses que le fait qu'on les battait aux Olympiques, c'est un peu bizarre, parce que c'est pas bizarre en termes de culture, mais je veux dire en termes de démographie, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va changer avec les années. Ouais. Puis le baseball, de savoir que sans les expos, le baseball a augmenté. Ouais. C'est ça. Puis ça me fascine aussi que le baseball, que le soccer, tu me dis, qui a plafonné. Il y a aussi tout un lien avec aussi l'immigration.
la population qui arrive ici, qui n'est pas d'une culture issue du hockey, c'est un sport qui est dispendieux. Moi, on m'avait dit que 2 fois plus d'enfants jouent au soccer qu'au hockey au Canada. Ouais. Parce que j'ai pas de misère à croire. Non. Quand ça te prend une paire de souliers, c'est pas mal plus facile que. Oui, puis ça, c'est sans compter au hockey, toutes les gimmicks de tournois. Des petites, viens participer à un camp, paye pour le camp, même si tu n'as pas de chance d'être retenu pour l'équipe, mais c'est pas grave, tu vas avoir payé pour le camp. Puis là, sinon, on revient donc, puis après ça, tu as tel tournoi. C'est pas un sport qui est très accessible quand tu y penses. Mais c'est ça le combat du hockey en ce moment au Canada, c'est de. D'ailleurs, c'est ça, j'invite les gens à aller écouter l'épisode avec le président de la Fédération suédoise de hockey, Tommy Boustet, qui, eux, ont complètement repensé le modèle. C'est peut-être un des épisodes les plus fascinants qu'on a enregistré de l'histoire du podcast parce que ça n'a pas rapport avec le hockey ou avec... C'est pas un épisode qui s'adresse aux fans de... C'est un épisode qui parle d'innovation et d'intelligence et comment ils ont tout redéfini parce que la Suède aussi, après des années, ont dû... certains diraient malgré eux ouvrir les portes à l'immigration. Hein, la Suède qui respectait... extrêmement homogène comme... Oui, mon Dieu, je suis allé en Suède et les gens sont exactement comme vous pensez qu'ils sont. J'avais dit à la blague, les gens sont tellement beaux, c'est raciste. Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est tellement... c'est ça, homogène, c'est tellement comme... Voyons, vous êtes... C'était autant cliché que dans notre imagination. Et ils ont ouvert les portes à l'immigration, mais tu dois... Comment tu fais pour amener les gens qui arrivent d'un autre pays, qui ne connaissent pas ça, à jouer au hockey? Il y a toutes les raisons, ça là. Et la manière qu'ils ont repensé, écoute, ça va du marketing à cibler les gens qui avaient proche des arénas, la gratuité, les tournois, justement, pas de tournois à l'extérieur de la ville avant l'âge de 14, 15 ans. C'est bien intégré avec l'école aussi, tu sais. Oui, et puis les gens vont dire « Ouais, mais on sait bien, la Scandinavie sont riches. » Alors, c'est tout, il n'y a aucun coach payé, là. C'est sur un modèle de parents bénévoles, comme celui ici, avec des papas qui s'appellent Mario, mais qui sont, à partir de la maison mère, qui ont des gens qui forment les parents dans chaque région. Non, mais ça s'appelle un projet de société. C'est carrément un projet de société. C'est de décider que, chez nous, développer le hockey comme étant non seulement pour produire des athlètes élites, mais pour avoir une population en santé, puis se dire que c'est le sport par lequel on va se définir. On va mettre des ressources là-dedans, puis les gens vont y croire. T'sais. Puis pas juste, parce que les gens vont dire « Ouais, mais là, tu fais ça juste pour créer des joueurs de hockey. » Mais non, tu crées tu fais tourner une roue qui est beaucoup plus grosse. C'est-à-dire que les gens qui vont jouer au hockey vont jouer, un petit pourcentage va devenir des joueurs professionnels. Ça va devenir des fans, ça va devenir des gens qui vont acheter du hockey. Ça va devenir, et c'est pour ça que pour tout ça, pour revenir au baseball et aux expos, c'est que les jeunes en question qui jouent au baseball, moi je me dis, s'il y en a plus, ça veut dire que ces gens-là sont prêts à aller voir les expos. Oui, ça, absolument, c'est vrai. Qui, d'une certaine manière, c'est positif. Oui. T'as-tu rempli le sondage? T'as-tu vu récemment les investisseurs pour le retour des Expos à Montréal faisaient un gros sondage Internet je l'ai pas, qui était quand même assez, je veux pas dire exhaustif, mais tu sais, on connaît l'attention limitée des internautes. Là. C'était vraiment un questionnaire en plusieurs étapes. Combien t'es prêt à payer, c'est quoi dans le fond, combien de games t'as vu, dans combien de stades t'es allé, qu'est-ce que tu veux comme... Est-ce qu'un toit ou pas de toit va changer si tu vas venir à une game ou pas? Tu sais, s'il annonce de la pluie, est-ce que tu y vas quand même ou ils n'ont pas de toit? Non, je n'irai pas. Qu'est-ce que tu veux comme franchise? C'était vraiment... tout ça pour dire, le stade au Bassin Peel, c'est encore une possibilité, ça? Oui, à ce que je sache, oui, c'est encore un terrain qui est considéré comme étant un terrain de prédilection. Le principal problème... Ça n'a pas été vendu à des condos, là? Non. OK, parce que j'avais entendu dire que c'est pas vrai. Mais j'avais entendu ça il y a plusieurs temps, mais c'est pas vrai. Non, okay. Il est encore discuté. Non, un défi, ça va être au niveau du transport, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne de métro qui se rend là. Griffintown. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que il est question d'avoir à un moment donné le réseau électrique métropolitain, le REM. Alors lui, il y aurait peut-être moyen de l'intégrer à leur itinéraire de cette manière-là, mais bon, ça, on ne sait pas là, à quel moment ça va se faire, tout ça. Mais c'est encore, aux dernières nouvelles, c'est encore un terrain qui était considéré là, pour le futur stade, s'il doit être construit, évidemment. Là. Est-ce que toi, mais sincèrement, là, pas en tant que journaliste, mais en tant que fan, avec ton intelligence et tes connaissances de journaliste, est-ce que c'est réaliste, le retour des expos? Moi, c'est difficile de séparer la raison du cœur parce que moi, j'ai le goût que ça marche. Ouais. J'ai le goût que ça marche. C'est un sport que j'adore. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que tu y crois?
Si ça revient, est-ce que ça peut durer? Ben, écoute, je vois pas pourquoi ça marcherait moins à Montréal que ça marche ailleurs, mais ma crainte, elle est à la grandeur des ligues majeures. Et je te dis ça à un moment où je sais pertinemment que toutes les équipes font de l'argent, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et voici la raison, c'est que c'est un sport il y a 162 matchs, OK? Donc 81 à domicile. Donc, durant l'été... C'est pour vous rappeler que 82 matchs au hockey, c'est une saison complète. Ben voilà. Tout match confondu. Puis on trouve qu'il y a beaucoup de hockey. Puis les joueurs eux-mêmes trouvent que c'est beaucoup, 82 matchs. Fait que là, tu as 81 matchs. Là, l'équipe dit, OK, on invite la population à venir à 81 matchs, ou l'équivalent de dire en termes artistiques, à 81 shows, 81 performances. Elles vont avoir lieu 9 jours de suite, des fois 12 jours de suite. Ouais. Préférablement l'après-midi, parce que c'est là que ça se savoure mieux, plus que le soir encore, mais c'est une belle journée. On va vous le vendre comme étant au soleil, en après-midi, c'est agréable, venez donc au stade, c'est bon. Et puis, vous devez, pour que ça marche, il va falloir que vous soyez en moyenne 25 000 à chacune de ces 81 de ces 81 matchs-là. C'est une proposition qui m'apparaît, moi, complètement ancrée dans le passé. T'sais. C'est une mentalité quasiment 19e siècle, je te dirais. Ça, c'est à la grandeur, tu me dis. Ben oui, c'est ça. C'est à la grandeur des ligues majeures. C'est partout la même affaire. C'est la réalité. C'est la réalité du baseball. Fait que tu peux dire, là, ils essaient de dire, OK, si on accélère les matchs, ça sera peut-être un petit peu plus, ça pourrait peut-être bien aller. Mais tu regardes là, les assistances dans les stades baissent, et c'est beaucoup au niveau des produits dérivés, au niveau du advanced media qui vont chercher beaucoup leurs revenus, puis ils en font à la pelletée du cash. Mais en même temps, l'expérience comme telle de dire, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans une business où il va falloir que les gens se déplacent au stade? Je trouve que ça demande un engagement qui est énorme. Quand tu regardes l'Impact et les Alouettes qui n'ont pas la moitié de cette offre-là en termes de nombre de matchs, eux-mêmes ont de la difficulté à susciter un intérêt qui est soutenu, puis à réussir à bâtir un momentum qui va dépasser juste, quand tu as une série de victoires, là, on va commencer à parler de toi. C'est ce qui était la réalité des Expos dans les 10 dernières années de leur vie. Oui. Alors, je suis sceptique, mais en même temps, je me dis, OK, s'il y a un concours de circonstances qui fait que les Rays de Tampa Bay ont beaucoup de bons jeunes joueurs dans leur réseau de filiales, puis là, finalement, ça marche plus là-bas, et ils déménagent à Montréal, puis ces jeunes-là permettent à l'équipe d'être compétitive très rapidement. Tu mets ça de concert avec un nouveau stade. Il y a comme une espèce de conjoncture qui fait en sorte que là, il y a un buzz qui se crée. Tu mets là-dedans, justement, tous les jeunes qui participent, qui jouent au baseball déjà, et ça crée des conditions gagnantes qui fait que, boum, là, ça part. Peut-être que ça peut marcher puis que ce soit durable, mais il faut que les astres soient alignés, puis je suis pas convaincu que ça va marcher. T'sais. Et ça, c'est pas propre à Montréal, mais bien à juste la réalité de ce sport-là. Oui, absolument. Mais chaque marché, chaque sport, c'est ses contraintes. Le rêve de ramener les Alouettes, les Nordiques à Québec. Je sais qu'il y a à Québec, puis là, je sais que je vais généraliser beaucoup, mais la préoccupation de comment on dépense notre dollar, si on demande aux gens de Québec de passer à travers 4 ou 5 années de misère pour commencer, là, à un moment donné, ils vont peut-être dire, no way, les billets sont trop chers, c'est pas vrai que je vais y aller, puis je vais attendre tel match, telle circonstance pour me déplacer. Puis, finalement, on veut revoir les Nordiques, mais en même temps, ça va nous... ça demande à ce qu'un investissement qui est trop grand pour nous, peut-être qu'on le soutiendra pas. Je sais pas. Mais il y a quelque chose, on dirait que ironiquement, évidemment, parce qu'on parle d'un stade à Montréal qui n'est pas construit pour une équipe qui n'est pas là, puis on parle à Québec d'un stade qui est construit, mais qui attend une équipe. Quelle belle aréna, le centre Vidéotron. J'ai pas encore été. Apparemment que Metallica y est souvent. Ironiquement, de ce qu'on entend, c'est par rapport à la Ligue, là, à leur Ligue respective, les Expos sont beaucoup plus proches de revenir parce que la MLB ne cesse de réitérer de manière, on dirait, qu'on est relativement sincère, j'ose croire, que le Montréal, qui reste la ville nord-américaine la plus grosse avec aucune équipe de baseball, ce qui est ça pour eux en termes de chiffres,
avec les Rays qui vont mal, avec les A's qui vont mal, puis que les deux n'ont pas de stade, si je comprends bien. Ils ont besoin d'un nouveau stade, puis ils ont de la difficulté à lancer un nouveau projet. Exact. Ouais. Et il disait que ce soit par déménagement ou par expansion, c'est intéressant à Montréal, dans le sens de, en tout cas, toutes les portes sont ouvertes. Ouais. L'autre, ils ont leur équipe à Québec. On est prêts, là! Ouais. Ouais. Bon, ça sera pas par expansion, c'est sûr. OK, c'est pas grave. On pleure pas. Et ça, là, les Hurricanes risquent de rester en Caroline. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme un nom. Vous êtes notre bouche-trou, notre plan B si jamais il y a quelque chose plan qui marche B, pas quelque part. T'sais. Plan D, là, on dirait. Là, ouais. Mais tu as tout à fait raison. La grosse différence, c'est la volonté au sommet. Ligue, oui. La volonté au sommet. Le commissaire du baseball qui a un préjugé favorable à l'endroit de Montréal, tandis que Gary Bettman, lui, considère Québec comme vraiment un dernier recours parce qu'il juge que c'est pas un assez gros marché, il n'y a pas assez d'argent qui peut être généré par la Ligue, par la présence d'une équipe là-bas. Puis il sait en même temps qu'il n'y a pas besoin de convaincre personne parce que ce sont des fans de hockey qui sont affamés, qui vont toujours être là, puis le jour où on va leur dire « OK, vous allez en avoir une équipe », sur le coup, ils vont répondre présent, il n'y a aucun doute. Alors, tu sais, il les traite en disant, OK, il peut les, entre guillemets, les parker là puis disant, ben, si un jour j'en ai besoin, je sais qu'ils vont toujours être là. Ouais. Fait que, mais pourtant, on compare la grosseur du marché, c'est ça le sujet, très comparable à Winnipeg. Oui, mais la différence, c'est que... C'est quoi la différence? La grosse différence, c'est que un des actionnaires majoritaires des Jets, c'est M. Thompson, qui est l'homme le plus riche au Canada. Le Globe and Mail, c'est ça? Ah, écoute, il a un empire médiatique, mais entre autres choses, là, il y a une multitude de business, mais c'est un gars qui pourrait aisément racheter la majorité des propriétaires autour de la table dans la Ligue nationale. Ils ont les reins extrêmement solides. Et un gars comme Pierre Capello qui vaut quoi, 900 millions? Je suis pas certain que ça se rend jusque-là. Mais en tout cas, c'est ce que j'entendais hier à la radio. C'est vraiment pas vérifié. Prenez-moi pas pour du cash, mais dans les hautes centaines de millions, c'est pas mauvais, ça semble? Non, absolument pas. Je pense pas que ce soit... Mais je me fais l'avocat du diable dans le sens que c'est possible. Mais je te dis pas qu'il est pas assez riche. Là. Non, c'est ça. C'est juste que la grosse... Que ça faisait la différence. Je pense qu'il est davantage dans la moyenne de ce qui est... OK. Ben, en fait, c'est québécois, là, plus que Pelado lui-même. Là, mais parce que là, la différence, c'est que tu as un individu qui, à lui seul, est très, très riche, tandis que Pelado, là, c'est son entreprise qui devient propriétaire. Je pense qu'eux, ils seraient pas... ils seraient plus dans la moyenne de la Ligue, tandis qu'à Winnipeg, ils ont un individu qui est clairement au sommet de la pyramide. Pelado aussi qui a une réputation un peu loose cannon comme individu, là, une personnalité un peu imprévisible. Mais il s'est calmé beaucoup à ce niveau-là. Je pense qu'au départ, quand le projet du retour des Nordiques a été lancé, il était beaucoup plus... il claironnait pas mal plus fort qu'il l'a fait. À un moment donné, il a reçu le message que Gary Bettman aimait ça quand ça se passait de manière discrète. Là. Ouais. Puis, Jim Balsillie l'a appris à ses dépens. Exactement. Qui voulait une équipe et il est rentré dans le party en kickant à la porte puis on s'est fait montrer la porte. Là. Lui qui voulait une équipe là, pour rappeler aux gens dans le coin de Hamilton. Ouais. Et c'était avant qu'il y ait les Jets. Fait qu'il voulait Make It 7, c'est son projet. 7e équipe canadienne. Il a fait fortune avec Blackberry et aujourd'hui, Blackberry... bonne chance. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu à l'image de sa quête, là, uniquement. Je vais continuer parce qu'il y a tellement d'affaires que je veux parler avec toi, mais le temps nous glisse entre les mains. Mon Dieu, j'ai tellement d'affaires que j'ai noté pendant que tu parlais. Ça n'a aucun rapport, mais je vais revenir après dans le droit chemin, parce que tu es un fan des cinémas. Tantôt, tu as parlé du 11 septembre. Est-ce que tu es un fan du film Big Lebowski? Oui. Un de mes films préférés. Puis... Écoute, en m'en venant ici, là, j'ai le Big Lebowski, je l'ai en audio au complet. Puis j'écoutais, c'est vrai, puis je te mens pas là, toute la séquence où après la mort de Donnie quand ils envoient ces cendres techniquement dans l'océan Pacifique, finalement ça se retrouve dans le visage de Lebowski, du dude. Good night, sweet prince. Exactement. Bon, tu vois, c'est ça. Alors j'écoutais ça en revenant de voir. Alors, tu vois, donc comme quoi j'ai rapport c'est un rapport que j'amène dessus, mais surtout quand tu as parlé du 11 septembre. Mm-hmm. Ça n'a pas rapport, mais ça m'a fait penser à ça, parce qu'en plus, c'est un chandail en plus de Kubrick. Là, il y a comme trop d'éléments pour pas que j'y pense. Mais dans la scène, une des premières scènes de Big Lebowski, quand il est à l'épicerie,
et il paye un carton de lait par chèque. C'est drôle. Et c'est un film qui date de 1998, by the way, donc ça va expliquer ce qui s'en vient. Et pour une raison qui est en fait pas vraiment explicable, mais il paye quand il paye son carton de lait par chèque, la date sur le chèque est le 11 septembre. C'est vrai? J'ai jamais remarqué ça. C'est impossible de remarquer ça. Faut être presque autiste et c'est là que moi je rentre en non, c'est parce que c'est dans je pense que j'ai un des livres sur Big Lebowski que mon père m'a acheté un année qui relate plein de fun facts sur le tournage ou des trucs comme ça. Et c'est bizarre, on parle de 3 ans avant, d'un hasard de chiffres incalculable. En septembre, là aussi. Prochaine fois, tu le verras. Tu sais quand ça va. On parlait du modèle payant, on parlait de ça. Blablabla. Ton titre exact à The Athletic, c'est quoi? C'est quoi, non? Je suis directeur de la rédaction, en fait, ce qu'ils appellent en anglais Managing Editor. Donc, c'est ça. T'es pas le rédacteur en chef, t'es le directeur de la rédaction. C'est comme le titre numéro 2. Puis je suis le journaliste principal sur tout le volet francophone. Parce que je suis pas le seul journaliste, mais je suis celui qui est comme le... En avant de parade. T'es parti de la presse. La presse, à l'époque, était encore un peu papier. Une journée par semaine. Oui, c'est ça. À l'époque, là, il ne l'est plus du tout. Non. Combien de temps il reste à la presse, la section des sports de la presse? C'est une grosse question. Ben oui, mais c'est parce que je suis pas... Non, mais dans le sens que... C'est délicat, c'est parce que je suis plus aussi informé sur ce qui se passe à l'interne que je l'étais avant. Alors, même si tu veux profiter du fait que là, j'ai un détachement pour dire vraiment ce que je pense, j'ai pas autant les données qui... tu sais, honnêtement, ce que je peux te dire, c'est que à la presse, les sports, ça n'a jamais été la locomotive du journal, comme au Journal de Montréal. Par contre, ça a toujours eu un taux de pénétration d'environ la moitié, entre 40 et 50% du lectorat. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui lisent la section des sports. Puis je sais qu'à l'interne, elle est quand même très valorisée. Le rédacteur en chef, c'est un ancien gars des sports. Donc, c'était plus une réflexion par rapport à la section sport d'un journal, qui semble, avec les années, comme avec la multitude de spécialisés, là, justement, comme The Athletic, semble répondre à moins en moins à une demande généraliste. C'était plus ça la question et non pas... plante tes anciens collègues. Non, je veux pas les planter. Ils font de l'excellent travail. François! Ils font de l'excellent travail. Écoute, produire de l'information sportive, ça coûte cher. Puis je veux pas revenir indûment au retour des expos, mais ce serait un lien de cause à effet qu'il faudrait observer, c'est qu'il faudrait les couvrir s'ils revenaient, puis partir sur la route, puis dire OK, on suit une équipe, c'est énormément d'investissement, et puis de plus en plus, tu remarques, là, il y a des journalistes qui sont sur le terrain, mais il y a surtout beaucoup de gens qui repiquent les nouvelles des autres et qui les traitent, qui les rephrasent et qui après ça les renvoient sur leur plateforme. Alors, qui font de l'agrégation de contenu. Puis ça c'est quelque chose que je déteste parce que c'est une forme de vol qualifié à mon goût. Là, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est que tu dis, là, c'est sur la plateforme, on le prend, puis on va le mettre. Oui, c'est ça. Des fois, là, je voyais sur un site d'agrégation de contenu une nouvelle qui était reprise en disant là, on l'a vu à telle place. C'est gentil, vous l'avez vu à telle place. Quand tu cliques sur le lien, la telle place en question, c'est un autre site d'agrégation de contenu. C'est même pas la source originale. Fait que des fois, là, avant que tu retournes à la personne qui a écrit l'article, qui a fait la recherche, qui a parlé aux intervenants, il faut que tu recules 2-3 fois. Je trouve que... La photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Voilà. Fait que, ça va loin. Tu sais, il y a bien du monde qui s'en accommode, puis pour eux, c'est blanc, bonnet blanc, là, puis c'est pas grave. Puis probablement que c'est les gens qui pensent comme ça, c'est pas eux que je vais attirer avec un modèle payant chez Athletic. Sauf que il y a un investissement au niveau des pages sportives qui fait en sorte que quand tu es journaliste puis tu vas être sérieusement que tu vas être un joueur, ça prend un engagement qui est quand même assez gros. Alors, puis je pense qu'à ce niveau-là, la presse a les mêmes défis que nous autres, que le Journal de Montréal. Et, en fait, tous les médias qui ne sont pas des détenteurs de droits télé ou radio, qui, eux, peuvent plus facilement être soutenus par une équipe comme les Canadiens, par exemple. Je comprends.
On parlait tantôt de storytelling. Souvent, ça se reflète dans les titres The Athletic qu'on pourrait qualifier de BuzzFeed, dans le sens de 10 raisons pour lesquelles des titres accrocheurs. Et tu as écrit un article il y a quelques mois de ça, qui est encore plus intéressant aujourd'hui, qui s'intitulait... Le 18 juin, tu as écrit un article qui s'intitulait... Ah, parce qu'en passant aussi, les titres, les journalistes... les articles du Canadien, souvent les tiens et ceux de Dumont, sont bilingues. Je le dis parce que des fois, les gens me demandent athlétique, c'est en français, c'est en anglais. Ouais. La réponse est principalement en anglais, mais ceux du Canadien... À Montréal, on a tout un volet en français. Pour augmenter notre contenu, on traduit des articles. Il y a des articles qui sont traduits en français provenant de d'autres cellules, d'autres chapitres de l'athlétique. Puis moi, en retour, mes articles sont aussi traduits... Pas systématiquement, mais quand c'est possible, sont traduits en anglais. C'est toi qui traduis, non? Non, c'est Harpin. Ah oui, carrément? Ouais. Moi, je traduis Harpin, puis Harpin me traduit. OK. Ouais. C'est drôle, ça. Moi, je trouve ça super intéressant parce que ça me permet... Tu sais, pendant des années, j'allais voir, par exemple, les joueurs du Canadien, je les interviewais, puis des fois, ils me regardaient, où est-ce qu'ils s'en va avec ces questions? Puis ils comprenaient pas trop. Puis je sais que j'ai un style qui est pas nécessairement, tu sais, je sais pas si je rends pas les joueurs à l'aise ou quoi que ce soit, mais des fois, ils se méfient de moi un peu. T'sais. Ah ouais? C'est parce que, tu sais, je veux aller chercher du contenu différent, je veux aller trouver, tu sais, des angles innovateurs. Alors, je leur pose des questions qui... C'est comme si mon prérequis de chaque question, mon préambule de chaque question, c'est OK, écartons la bullshit habituelle, je sais que tu voudrais me répondre ça, là, mais là, pense comme il faut. La cassette ne marchera pas pour la question que j'ai à te poser. C'est ça, exactement. On va essayer d'aller au-delà de la cassette. Mais tu sais, ça leur tente pas tous les jours de faire ça. Fait que des fois, je suis fatigant, tu sais. Mais puis là, quand les articles que j'écrivais durant toutes ces années-là à la presse, eux, ils pouvaient juste me faire confiance sur ce que je faisais avec leurs réponses parce qu'ils pouvaient pas voir le contenu final. Tandis que là, le fait que mes articles peuvent être traduits en anglais, et sachant aussi que The Athletic est devenu un média de référence pour les gens de l'industrie, pour les directeurs généraux, pour les recruteurs, les gens à l'intérieur des équipes, c'est ça qu'ils lisent. Pour vrai? Ouais. Alors moi, maintenant, c'est une carte de visite qui est beaucoup plus payante pour moi en termes d'accès, parce que le monde, j'appelle quelqu'un d'une autre équipe, ah oui, OK, The Athletic, pas de problème. Une crédibilité. Ben oui. Qui est récente quand même, parce que c'est ça, on l'a gagné vite. Puis moi, le fait que mes textes soient traduits, ça me permet de profiter de cette vague-là, parce que sinon, si c'était seulement en français, je serais cantonné de la même manière que je l'étais avant. Oui, j'avoue que ça donne une visibilité un petit peu différente. On a la même chose pour Harpin au niveau des locaux, peut-être. Oui, c'est ça, qu'ils ne connaissaient pas tellement. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous pouvez lire donc tout ce qui a trait aux Canadiens et au local en français et anglais. Et le reste des équipes, c'est en anglais. Je parle dans le reste des sports. Juste pour rappeler aussi, c'est les sports majeurs. Hockey, football. Oui, c'est ça. Écoute, nous, en ce moment, on est, je ne le cacherai pas, on est à fond sur les Canadiens puis le Rocket de Laval. Encore une fois, je pense que tu parles du bureau montréalais. À Montréal, oui. Mais sinon, à la grandeur de la plateforme puis du réseau, c'est les grands sports majeurs. Parce que quand tu ouvres, parce que tu parles tellement de Montréal, parce que toi, c'est ta réalité, mais quand tu ouvres l'application, il n'y a pas Montréal ou les autres. Tu n'as pas de choix Montréal ou autre. Tu arrives sur The Athletic et tu es ouvert à tout. C'est pour ça que moi, je le vois plus comme une grosse affaire. Je sais que toi, parce que tu travailles pour le bureau Montréal. Moi, j'ai ma bulle. Là. Exact. mais ça, c'est ton problème. Non, une blague, mais c'est parce que en tant que lecteur, le lecteur pense pas comme ça. C'est juste pour dire aux gens, comme quand tu arrives sur The Athletic, tu as tous les articles de tout ce que toi tu veux. Tu sais. Donc, on est-tu dans le temps? On est-tu correct? Je sais pas. C'est parce que là, ça fait 4 fois que mon épouse m'appelle. Mon Dieu, je réponds. Je suis inquiet. C'est ta blonde. Oui, c'est parce qu'au camp de jour, on a besoin de donner un code pour récupérer notre enfant. Ça va loin. Parce que c'est une mesure de protection, pas que ce soit n'importe quel adulte qui vienne prendre n'importe quel enfant. T'sais. Ça se pourrait être un bout que j'enlève. C'est pas mais là, oui, c'est ça. C'est surtout que tu viens de le code est là. C'est ça. Non, absolument. Donc, bref, ça pour dire, ce que vous voulez t'amener, c'était... où je voulais t'amener, en fait, c'est par rapport à l'article que tu as écrit le 18 juin, qui s'intitulait « La relation entre Marc Bergevin et Pat Brisson est au cœur de l'été des Canadiens ». Ça, c'était le 18 juin, donc bien avant le repêchage, avant. Quelques semaines plus tard, au jour 1 du repêchage, Max Pacioretty est, en guillemets, échangé aux Kings contre ce que l'on supposait être Jake Muzzin. Bon, ça a été démenti par après, bon, peu importe. Mais à condition que
Max Pacioretty signe l'extension avec les Kings, ce qu'il n'a pas fait, parce que je pense qu'il fallait que ça se fasse vite. Et donc, ça s'est tombé à l'eau. Et entre cette journée-là et le lendemain, la deuxième journée du repêchage, où il y a d'autres échanges, Max Pacioretty change d'agent, coup de théâtre, très hollywoodien comme draft. Oui. Et donc, Pat Brisson pour Don Meehan, si je ne me trompe pas. En tout cas, bref, pour changer de... Alan Walsh, excuse-moi. Ouais. Anyway, pour changer d'agent, parce que, de ce qu'on a compris, la relation entre Pat Brisson et Marc Bergevin est tellement proche que Pacioretty avait l'impression que son agent le représentait moins bien, lui, qu'il travaillait pas plus pour Bergevin, mais que... Qu'il n'avait pas nécessairement ses meilleurs intérêts à cœur ou en priorité. Exactement. Et toi, tu as écrit ça le 18 juin en pensant peut-être à l'autre avenue, dans le sens que les gars sont proches, ce qui pourrait faciliter l'échange de Max Pacioretty. Finalement, ça c'était quand même drôle que ça s'est avéré directement relié à ton article, mais d'une manière complètement twistée, non? Ouais, ben c'est parce que moi, c'est un truc que je vois au quotidien, puis j'ai l'impression que c'est devenu un enjeu dans la dernière année, parce qu'à un moment donné, tu vois les échanges qui se font, les contrats qui sont signés. Pat Brisson représente Andrew Shaw, par exemple. Le Canadien est allé donner 2 choix de deuxième ronde pour aller chercher Andrew Shaw, puis c'était réglé au moment de l'échange. Marc et Pat se sont parlé, puis c'était déjà entendu qu'ils allaient s'entendre sur les termes d'un nouveau contrat. Ouais. Puis les deux parties, puis je suis prêt à les croire là-dedans, de dire, le fait qu'on se connaisse, qu'on soit des amis depuis notre enfance, ça fait en sorte que ça facilite nos rapports, mais en même temps, on est capable de mettre ça de côté puis de dire, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas pour le Canadien, je vais prendre la position du Canadien. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas pour mon client, je vais prendre la position de mon client. Ça, c'est ce que eux maintiennent. Sauf qu'en même temps, les liens sont tissés solides. Puis tu regardes le nombre de joueurs au fil des ans qui sont représentés par Pat Brisson, qui jouent pour le Canadien. Il y en a quand même plusieurs. Alors, c'est quand même plusieurs occasions. Qui ça? Écoute, il y avait Galchenyuk, il y avait Desharnais avant, il y a Sherbak, il y a Shaw, Pacioretty, il m'en manque encore un ou deux. Enfin, c'est pas grave, on comprend Et puis, en fait, puis la firme Carl Hausner également. Hausner est davantage relié au partenaire de Pat Brisson, qui est JP Barry, mais c'est la même firme. La firme, c'est CA. Ouais. Donc, Hausner aussi est dans ce groupe-là, tu sais. Mike Riley également, tu sais. Oh, OK. Alors, ça aurait pu permettre... tu peux expliquer l'échange pour aller chercher Mike Riley, là, par exemple, pour... quand tu sais que... c'est ça, tu sais, le gars a besoin d'un changement de décor. Exactement. Moi, j'ai besoin de quelqu'un, tu sais. Il y a des affaires qui sont facilitées dans ce business-là. C'est un petit milieu, puis quand tu as des gens avec qui tu es habitué de faire affaire, mais... Ton premier réflexe, ça va être d'aller vers les gens que tu connais le mieux. T'sais. Pour Bergevin, il y a des organisations, il va avoir le réflexe d'appeler Chicago, il va avoir le réflexe d'appeler Anaheim. Il y a des organisations avec lesquelles, des intervenants avec lesquels il est plus à l'aise de travailler. Ouais, alors, dans le cas de Pacioretty, j'avais l'impression que c'était que ça pouvait rentrer en ligne de compte parce que clairement, ça bloquait, tu sais. Puis nous, sur notre podcast, à Harpin et moi, on a commencé à en parler au mois de novembre l'année dernière en disant, regardez ça, tout le monde, ça va poser problème. Le fait que, puis ça n'aura rien à voir avec le fait que Pacioretty est ou n'est pas le pire capitaine de l'histoire du Canadien, selon la rumeur qu'on prêtait à Michel Therrien. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un multiple marqueur de 30 buts. C'est juste que il va en arriver à la dernière année de son contrat. Le Canadien va vouloir passer à la banque et le Canadien risque d'être réticent à vouloir lui donner un contrat à long terme qui va, selon les normes du marché puis selon ce que lui va vouloir. Tu sais. Et comme de fait, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Et sauf que là, moi, je peux pas spéculer sur qu'est-ce qui est arrivé au repêchage, la fameuse soirée avec les Kings de Los Angeles, le deal qui est tombé. Mais tu sais, en même temps, tu regardes les acteurs, tu te dis, OK, Bergevin s'entend bien avec Brisson. Brisson et l'autre directeur général, c'est Rob Blake, s'entend très bien également avec Rob Blake. Brisson est établi dans la région de Los Angeles. Tu sais, c'est 3 hommes qui, je pense, qui seraient contents de pouvoir en arriver à une entente.
Mais si jamais le contrat, la prolongation de contrat qui était offerte à Pacioretty n'était pas suffisante à ses yeux, ben lui, il s'est peut-être dit, ben là, un instant, pourquoi ce serait moi qui ferais un des rabais, courbettes, ouais. c'est ça, pour... Mais tu sais, en même temps, je dis ça, c'est un scénario, c'est vraiment sous toute réserve, ouais, c'est pas, hypothétique. je peux pas dire que c'est ça qui est arrivé. Exact. Surtout quand on voit l'argent qu'il y a un gars comme Evander Kane qui a cherché, peut-être un peu plus jeune que Pacioretty, mais quand même, Pacioretty a pas encore 30 ans, puis beaucoup plus de saisons de 30 buts qu'Evander Kane. Puis, c'est un meilleur joueur. C'est un joueur plus productif, tu sais, puis bon. Historiquement parlant, oui. Mais c'est l'âge. C'est vraiment le fait que l'autre ait, 3 ans de moins. C'est ça qui fait en sorte que un joueur qui a 26 ans, une équipe peut dire, toi, je peux te donner un contrat de 7 ans. Tandis que là, si Pacioretty est à la recherche d'un contrat de 7 ans ou 8 avec l'équipe qui détient ses droits, au moment où la prolongation de contrat va rentrer en ligne de compte, il va avoir 30 ans, il va avoir de la misère à convaincre une équipe de lui donner ça. Surtout que il revient de sa pire saison en carrière. Alors là, il y a bien des équipes qui vont dire OK, je suis bien prête à faire un acte de foi, mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas le début de la fin pour toi, puis que tes meilleures années sont derrière toi? C'est tellement fou à 29 ans. Oui, je sais. C'est comme super ingrat, mais quand même, je viens de dire que j'ai 6 saisons de 30 buts, je sais pas combien il y en a, mais 37, 30 plus. Bref. Bref, c'est pour dire comment on va se sortir de ça avec Max Pacioretty. Je pense que qu'est-ce qui va arriver, là? Il va se faire échanger. Avant le début de la saison? Oui. C'est impossible qu'il commence la saison. Ouais. Ce serait une situation intenable. On peut pas exclure, tant qu'il n'y a pas eu d'échange, on peut pas exclure que c'est possible que ça arrive, mais c'est clairement une option de dernier recours pour eux autres. C'est un malaise. C'est un malaise épouvantable. En plus, eux autres, ils disent nous, on veut un renouveau, on pèse sur le bouton reset, on veut oublier la saison dernière. Tu commences pas, tu construis pas la prochaine saison en ayant comme point de départ cette espèce d'ambiance-là, malsaine autour de ton capitaine. Alors je m'attends à ce qu'il se fasse échanger, mais je m'attends aussi à ce que Bergevin n'ait pas complètement la valeur qu'il aurait espéré avoir pour son capitaine. Est-ce qu'il y a selon toi, des destinations qui se dessinent plus logiquement? On est rendu... On est-tu même début août, Colin, ou on est-tu le 1er août? 2 août. Colin, je t'ai rendu, j'allais dire fin juillet. Oui, c'est ça. Parce que là, ça sera pas. Mais je sais pas, là, on va voir, parce que peut-être qu'au moment où tu vas diffuser ton podcast, il va déjà avoir été échangé. Il va être échangé et on va paraître bien ou mal. Oui, c'est ça. D'où l'intérêt d'aller. Ben, écoute, ce qui est fascinant, c'est que le portrait des équipes qui pourraient être intéressées à lui a changé, tu sais, parce que Mike Hoffman qui s'est ramassé en Floride, par exemple. Ben, c'est ça. Alors, tu sais, il y a des équipes, puis il y a des équipes qui ont décidé de dépenser de leur argent autrement. Les Blues de Saint-Louis qui ont décidé de mettre la main sur Ryan O'Reilly. Quoique les autres, ils pourraient avoir encore un peu d'argent pour pouvoir se payer Ben, eux, ils ont non seulement mis O'Reilly, mais ils ont été chercher Bozak, Perron, pas un mainsprit, David Perron, 4x4. Et moi, en fait, l'échange que j'ai toujours imaginé Saint-Louis, c'est pour Carey Price. C'est tout ce qui leur manque, en fait. C'est un gardien et ils ont énormément de talent dans la pipeline. Eux, là, des Robert Thomas, des centres. Vous voulez parler de centres? Là, des Jordan Kyrou. Puis même en défense, le Vince Dunn. Vince Dunn, oui, qui, selon moi, ne voudront pas donner de sitôt. Mais non. Quelqu'un comme Vince Dunn. Mais tous ces joueurs-là rendent des scénarios de trade très, très... mais c'est un partenaire d'échange qui aurait été logique pour les Canadiens, mais sauf que... Puis je pense qu'il y a eu des négociations à la date limite des transactions. Mais je pense que l'objectif de ce que je crois comprendre, c'est que l'objectif de Bergevin, au départ, c'était d'aller chercher un joueur de centre en retour de Pacioretty. Un joueur de centre qui était plus jeune et qui était prêt à entrer dans la Ligue nationale. Donc, un gars comme, justement, Robert Thomas, qui, là, serait une recrue cette année. Mais ou encore Henrik Borgström. Oui, je sais. Mais Borgström aussi, j'y pensais, justement, ils veulent... Mais il y a eu des pourparlers de ce côté-là, mais Dale Tallon ne veut pas s'en départir. Parce que Borgström a bel et bien joué l'année passée, alors que Thomas a joué junior. C'est ça, avec les Bulldogs. Mais il pourrait monter, là, mais... il va probablement... J'ose croire qu'avec Los Angeles, c'était Gabe Vilardi, peut-être. Mais encore une fois, tous des joueurs que les organisations ne veulent pas du tout. Non, c'est sûr, parce que du talent de pointe qui est jeune, qui coûte pas cher, c'est pas ça que tu donnes pour aller chercher un gars qui vient de conclure sa pire saison puis qui est à la recherche d'un contrat de 7 ans. Tu sais. Il semble bien que les Blues ont des gars comme Alex Steen qui coûtent encore relativement cher pour des gars de 34-36 ans, qui prennent quand même de la place encore sur la masse. Donc,
Actually, Max Pacioretty Ouais. est Peut-être, encore tu sais, une destination, mettons, comme le Colorado. Tu sais, peut-être que le Colorado va se dire, nous, tu sais, on a beaucoup de bons jeunes joueurs. On peut intégrer un gars un peu plus expérimenté qui va nous ajouter du punch en attaque sur un deuxième trio. Moi, tu sais, mais encore là, tu sais, est-ce que... Je vois pas qui il donnerait. C'est parce que c'est un drôle de moment dans l'année pour faire des échanges, tu sais. Modou, c'est comme... Tu veux c'est pas là que tu changes ton... Ben, tu changes un Top Gun, c'est rare. Tu sais, des équipes qui vont dire, bon, ben là, je regarde notre depth chart, là, puis ce qui nous manque, là, c'est clairement un marqueur à l'aile qui va être en dernière année de contrat. Qu'est-ce que tu vas donner pour... Tu sais, c'est comme un joueur de location à long terme. Là, c'est que l'échange, c'est qu'il faut se conclure à condition qu'il re-signe avec l'autre équipe. Non, ben en fait, ce qui arrive, c'est que c'est pas... C'est le scénario idéal. Pour aller chercher la valeur maximum. Exact, c'est ça. Évidemment. Si tu veux... si tu vas chercher Pacioretty, si tu vas le chercher pour 1 an, ben là, tu donneras pas grand-chose pour lui, tu sais, puis... Parce que sinon... C'est dans l'intérêt du Canadien que Pacioretty accepte une prolongation de contrat avec l'équipe avec laquelle il va être échangé. Mais certains diraient dans l'intérêt de Pacioretty aussi, qui s'assure une certaine sécurité. Mais c'est pas facilement faisable. Mais sauf que lui, il faut qu'il va se faire... Je pense qu'il est prêt à accepter un échange à ce moment-ci. Mais si ça se passe dans un endroit... Si on veut l'envoyer à Buffalo puis que lui, il veut rien savoir de Buffalo, il va dire, échangez-moi là, mais je signerai pas de prolongation de contrat. Alors... En disant je ne signe pas de prolongation de contrat, c'est un petit peu comme s'il mettait de l'avant une forme de clause de non-échange. Oui, certainement. Même s'il n'y en a pas. Un officiel, oui. Carrément. En tant que journaliste, vous baignez là-dedans, vous savez des choses. Vous savez tellement de choses que vous ne pouvez jamais révéler, mais il arrive des choses dans des contextes, par exemple des échanges, c'est Galchenyuk ou l'échange de Subban, l'échange de Galchenyuk. Puis là, vous voyez tout le monde s'enflammer à la forêt. Le brasier si chaud, puis vous dites, vous devez vous mordre les doigts de, oui, mais si seulement vous saviez. Tu sais, par exemple, dans l'exemple de Galchenyuk, est-ce que des fois, tu te dis, mon Dieu, j'aimerais ça dire des choses. Ça dépend des fois. Il y a des fois où, honnêtement, j'en sais pas nécessairement plus que d'autres. Ouais. Il y a des gens qui prétendent savoir puis qui savent pas. Ouais. Il y a des gens qui prennent des rumeurs et qui transforme ça comme des faits. Tout le monde a le goût de montrer qu'il est informé. Puis sur les réseaux sociaux, c'est très, c'est une véritable, c'est une calamité. Tout le monde est un insider, tu sais. Ouais. Puis dans ce temps-là, moi, ça me donne pas le goût de jouer à ça non plus, tu sais. Alors il y a des moments où, tu sais, j'ai des informations, mais il y en a d'autres, vous me sortez des histoires comme bon, ok, moi je suis pas au courant ou je l'ai pas validé. Puis est-ce que cette histoire-là ou ce potin-là, même s'il est validé, va changer quelque chose à la situation hockey du joueur ou de l'équipe? Dans certains cas, c'est pas le cas. Mais oui, il y a d'autres moments où les gens se laissent emballer par l'émotion. Puis quand j'étais à la presse, je travaillais avec Pierre Folia de temps à autre et Monsieur Folia, non, chroniqueur. Columniste. Il était chroniqueur, il n'était pas éditorialiste. Ah, OK. Ça, c'est une grosse... Sinon, il se serait dans la page éditorialiste, puis on l'aurait gentiment incité à ne pas afficher son souverainisme, ce qu'il faisait dans sa chronique, parce qu'il était chroniqueur et non pas éditorialiste. Oh, OK. Il n'avait pas la... Désolé du... Voilà. Fait que Folia, lui, ce que j'ai toujours observé de lui, c'est que quand tout le monde... Quand il y avait il se méfiait toujours de l'unanimité. Fait que quand tout le monde s'énerve, là, à gauche, il regarde à droite pour voir s'il n'y a pas un élément de réponse. Puis ça, je pense que c'est très sain. Ouais. Alors, mettons, l'échange de Piquet-Subban, il y a une forte majorité de gens qui sont montés au créneau parce qu'ils ont été pris émotivement. C'était leur joueur, c'était le gars qu'ils aimaient le plus puis qui finalement il était leur principal lien avec l'équipe. Alors forcément, ils ont été touchés au cœur quand il a été changé. Fait que c'est facile de se laisser emporter par cette vague-là puis de canaliser la colère des gens. Puis tu veux écrire puis en même temps de reconnaître le fait que tu comprends. Mais en même temps, c'est ça. Il y a des affaires que tu dis, ouais, mais le Canadien aussi avait ses raisons. Tu sais. Certainement. Alors, il y a des affaires que je sais, mais je te dirai pas aujourd'hui. Ah, mais non, c'est ça. Je sais pas s'il y a des affaires que tu dis, oh mon Dieu, ça fait longtemps que je me mords les doigts, que
Je veux juste que... C'est Ouais. pas ça que je t'ai demandé, mais... Ouais, ben, non, mais à un moment donné, il y a des affaires. C'est drôle, il y a des affaires qu'on retient. Tu sais, tu me parlais tantôt de Bergevin puis Brisson. Un moment donné, je suis allé couvrir un matin un truc qui s'appelait le sommet Apex, qui était un espèce de congrès pour Winner, là, qui était organisé par au Centre Bell, en 2016, puis c'était des gens en entreprise, etc. Puis c'était sur le leadership, puis la négociation, etc. Puis t'avais des gros noms, des grosses pointures, puis les gens ont payé cher leurs billets, tu sais. Et puis la journée commençait avec une discussion avec Pierre Bruno de TVA, avec Bergevin et Brisson qui étaient ensemble et qui parlaient justement de négociation. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Okay, ouais. Ouais. Et c'est pas un exercice qui avait été super enrichissant, tu sais. Puis j'étais sorti là, je dis est-ce que j'ai perdu mon temps, tu sais? Mais c'est 2 ans plus tard, qu'en déterrant cette entrevue-là, cet entretien-là qu'ils ont fait ensemble, que là, je dis, OK, là, ils ont parlé de négociation ce jour-là, ils parlent de stratégie, être gagnant. Puis déjà là, à ce moment-là, c'était dans l'air du temps qu'il y avait une question entre ces deux-là. Alors, je dis, je le garde à quelque part dans ma tête. Ça m'apparaît pas comme étant pertinent aujourd'hui, mais qui sait, à un moment donné, je vais le sortir au bon moment. Puis, tu sais, l'information a rarement une date de péremption, c'est juste qu'elle peut être réutilisée autrement et perçue autrement. Je pensais, des affaires que je pensais, c'est dans le sens de, comme tu sais, Galchenyuk, puis tout le monde est au courant de la relation avec son père qui est comme trop impliqué dans tu sais, ce genre d'affaires-là que tu fais, mais c'est intéressant de savoir ça, puis de dire, en tant qu'organisation, comment tu dis avec un joueur qui reçoit des textos entre les périodes? Tu sais, je veux dire, fait que ça, c'est une affaire qui peut être intéressant pour... Mais je pense que les Coyotes embarquent là-dedans en toute connaissance de cause. Ben oui. Ça aussi. Si nous, on le sait, là. C'est ça, exactement. Donne-tu une idée? Puis Max Domi a aussi une bonne relation avec son père qui est intense, lui, également. T'sais. Alors, peut-être que, je sais pas, on va pouvoir à un moment donné peut-être juger de l'ampleur de la chose, mais ça a l'air d'être une situation qui est un petit peu analogue. T'sais. Oui, peut-être, oui, certainement. Mais on va le savoir dans quelques années. C'est ça. Mais je peux pas te laisser de partir sans te demander la question suivante. 2018-2019, saison 2018-2019, les Canadiens, Athlétique Montréal. Qu'est-ce que tu attends des Canadiens pour la prochaine saison? Ou à quoi tu t'attends, en tout cas? Question très grave. Oui. J'ai peur que ce soit un peu la réplique de ce qu'on a vécu la saison dernière. Ce qui ne serait pas étonnant. On s'y attend. Non, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, on s'y attend parce que l'équipe a sous-performé, parce que Weber pourrait manquer la première moitié de la saison, devrait manquer la première moitié de la saison. Mais en même temps, puis on ne sait pas non plus, une donnée majeure, c'est qu'est-ce que le Canadien va obtenir en retour de Pacioretty. Mais il y a des joueurs comme Drouin, comme Drouin, je pense principalement à Drouin et Price, qui ont sous-performé par rapport à ce à quoi ils sont capables, ce dont ils sont capables. Pour plein de raisons, cela dit. Ouais. Et ça et s'ils reviennent à leur niveau, à un niveau dont ils sont capables, surtout dans le cas de Price. Tu sais, Price, là, s'il fait simplement jouer pour la moyenne de sa carrière, et c'est un gars pour l'essentiel de sa carrière, 918. Parce qu'il a tellement bien performé que là, ça met des standards de... il est comme, en guillemets, victime de... Ben, c'est sûr qu'ils se sont trop fiés sur lui avec les années. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis je pense qu'ils n'ont pas... La saison qui a manqué en 15-16, ils n'ont comme pas pris les bonnes leçons. Ils ont dit, s'il avait été là, ça aurait mieux été. Oui, mais voyez-vous le manque dans le reste de l'équipe quand il n'est pas là, justement. Mais si Price revient à la moyenne de ce qu'il est, à lui seul, il peut permettre à une équipe médiocre de cogner à la porte des séries éliminatoires. Parce que tu regardes le nombre de matchs qui sont décidés par un but, que si lui, il donne un but de moins, puis qu'en attaque, il y a un tout petit peu plus de buts qui sont marqués, mais pas nécessairement beaucoup plus, juste un tout petit peu, là, il y a plein de ces matchs-là décidés par un but qui peuvent permettre à l'équipe de se rapprocher des séries éliminatoires. Alors, j'exclus pas la possibilité qu'ils fassent les séries éliminatoires. Ils pourraient, mais en même temps, ça, c'est voir petit. Parce que la grosse affaire, c'est que
c'est pas une équipe qui peut s'approcher de la Coupe Stanley. Alors, même si il s'approchait d'une place en série, ce serait quasiment une pire nouvelle que s'il restait dans le fond du classement. On salue Jack Hughes, top Ouais, choix de 2019 Exactement. et frère de Quinn Hughes. Ouais, ben en fait, puis je souhaite à Jonathan Drouin aussi d'avoir un centre, en fait. Je souhaite à Jonathan Drouin de jouer à l'aile. Ouais, mais ça va arriver. Écoute, ça va arriver quand Ryan Poehling puis Jesperi Kotkaniemi vont jouer à Montréal, tu sais. Mais d'ici là, je pense qu'ils vont lui demander de prendre son mal en patience puis de faire du temps au centre, même si clairement il faudrait qu'il soit là. Ce qui me rend désolé pour lui, parce que c'est un joueur de haut talent, je pense, qui a comme pas bénéficié d'une bonne première impression auprès des fans, mais c'est un grand talent. J'entends Oui, Je absolument. sens que personne réalise le diamant in the rough qu'il représente, mais mal en patience, ce seraient les mots-clés, je te dirais. Ryan Poehling, Kotkaniemi, qui sont peut-être à 1 an ou 2 là, encore d'être là, mais Ryan Poehling qui n'est que bonne nouvelle, alors qu'un choix de fin de première ronde qui deviendrait un deuxième centre, ça serait une belle victoire là, pour un choix aussi late, là, quand même. Absolument. Ouais. J'approche la fin. The Athletic, à quoi on peut s'attendre pour l'année prochaine? Vous avez eu quand même une subvention, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais financement de 20 millions supplémentaires, pas juste à Montréal, mais l'ensemble de la chose. En quoi ça va se résulter, si c'est un mot, résulter, mais en quoi ça va résulter? Plus, quoi? J'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire avec ça. Toi, dans tes poches? Oui, mais c'est ça serait dans le fun. Un chalet de plus? Ce serait dans le fun. Je pense qu'ils veulent, avant même le début de la prochaine saison, ils veulent ouvrir s'assurer d'avoir des succursales, entre guillemets, dans toutes les villes de la Ligue nationale. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est à 25 ou 26. Donc, au moins d'avoir quelqu'un pour couvrir toutes les équipes de la Ligue. Ils remarquent en ce moment, dans les premières années de la compagnie, que c'est le hockey et le baseball où là, l'intérêt a été le plus marquant. Puis je pense que ça a comblé le principal besoin. Vient ensuite la NBA parce qu'on a quand même un groupe qui est quand même assez fort en Californie, puis des équipes qui performent en Californie également. Puis le football, tu sais, ils ont regardé ça de manière en disant, OK, ben dans telle ville, tel sport est le plus important, on va mettre le paquet pour aller trouver la bonne personne dans tel sport, mais tel autre sport est moins important. Mettons à Philadelphie, mais Philadelphie, on va essayer de mettre le paquet sur les Eagles, mais peut-être que les Flyers, on va trouver quelqu'un qui est convenable, mais si on n'a pas la star des stars, c'est pas grave non plus. Peut-être que dans le milieu, là-bas, il n'y en a pas de star non plus à l'écriture à Philadelphie, on ne sait pas. Alors, tu sais, ils ont jugé ça puis essayé de doser pour répondre le plus possible aux besoins primaires des amateurs de sport de chaque ville. Alors, ils vont essayer de combler ça vraiment au cours des prochains mois. Puis je pense que l'injection, les quelques millions qui se sont ajoutés vont servir à ça, entre autres. Mais tu sais, c'est une plateforme qui est quand même assez légère. Il n'y a pas une grosse bureaucratie. C'est vraiment les journalistes qui en bénéficient, puis leur moyen de pouvoir exercer leur travail efficacement. Et c'est les fans qui en profitent. J'encourage les gens à l'essayer. Je pense qu'il y a un mois gratuit. Je pense que c'est possible. En fait, il y a une semaine gratuite. Okay. Une semaine gratuite pour tester la chose. Tu sais. Puis après quoi, tu peux t'abonner pour 1 an. Tu peux t'abonner aussi par mois. Mais honnêtement, quand tu compares les abonnements par mois versus les abonnements par année, il n'y a pas photo, là. C'est clair que les abonnements par année sont beaucoup moins chers. Puis il y a souvent des promotions. Oui. Il y a souvent des promotions qui sont... dans différents contextes. Le code pour le repêchage. C'est ça. Utiliser le code promo NHL Draft. Et ça revient à quelques dollars par mois. Là. C'est ça. Parce que c'est quoi le prix de base? C'est quoi, 19,99 par mois, c'est ça? Ben moins que ça, là. Non, je pense que c'est... Mais c'est parce que c'est un article du Devoir, je pense qu'il disait ça sur le... Mais je non, au total, là, si tu payes le plein prix, ça te revient quelque chose comme 57 ou 58 par année. OK, donc divisé ça, par 12. Ça, c'est comme plein prix. Oui. Donc, on parle de plus autour de 4-5 $ par mois. C'est ça, là. Puis là, des fois, la première année... C'est léger, c'est un petit bonbon. Ben, c'est parce honnêtement, tu sais, on a le cliché de dire dans le temps, là, pour le prix d'un café par jour. Ouais. Tu sais, mais là, c'est pour le prix d'un café latte par mois. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est ça. Fait que,
Je trouve que c'est pas, c'est vraiment pas prohibitif, là. Non. Écoute, j'encourage les gens à aller l'essayer. Vous perdez rien. Et je ne suis pas payé par The Athletic pour être ici. Non, mais je suis fort à l'aise que tu nous soutiennes comme ça. Tout ce que j'attends, c'est un article intitulé « Comment un podcast indépendant montréalais s'est rendu à Peter Forsberg ». Tu sais, j'attends juste... J'ai déjà trouvé le titre accrocheur. Ouais. Non, mais ça a été un plaisir de te recevoir, Marc-Antoine, sans trait d'union. Et tiens, on a commencé en parlant de cinéma et on va conclure en parlant de cinéma. Ouais. Quel est le dernier film que tu as vu? Ben, en fait, ton film préféré là, récemment que tu as vu, je te dirais, pour qu'on reste dans l'actualité. Étant dans le métier que j'occupe et ayant un enfant, la valeur, le temps résiduel qui me reste pour voir des films est assez limité. Mais je pense que la dernière fois que je suis allé au cinéma, par exemple, puis pour le dernier film qui m'a marqué, là, qui n'était pas un film pour enfants, c'était Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oui, avec Frances McDormand. Ouais. Alors, tu sais, puis là, ça fait quasiment un an. Là. On parlait des Big Lebowski. Non, c'est ça, non, c'est pas parce que c'est elle joue dans un film beaucoup des frères Coen. Oui, parce qu'elle est mariée à un des frères Coen. À Joel, si je me trompe pas. À Joel. Pour ma part, j'ai eu la chance de ne pas encore avoir d'enfants. Et donc, j'étais au cinéma, je serais aussi invité dans une première, mais d'un film que j'attendais depuis longtemps et que j'allais voir de toute manière. Et ceux qui connaissent peut-être l'humoriste Bo Burnham, un humoriste américain, donc il y a les spectacles sur Netflix et que je suis depuis presque 10 ans, qui est vraiment dans mes humoristes préférés, là, ça se voit, je pense, dans ce que je refais sur scène, mais qui a réalisé et écrit son premier film dans lequel il ne joue pas. Je répète, dans lequel il ne joue pas. Il a écrit et réalisé le film. Ça s'appelle 8th Grade. Okay. Et c'est sorti, ça sort demain, 3 août 2018, donc c'est par le temps que l'émission sort, c'est même plus en cinéma. Je pense c'est déjà en DVD. En plus, il est à un cinéma à Montréal au Forum puis un à Laval. Sa distribution est extrêmement limitée. Ouais. Mais allez vous le procurer en ligne. C'est un film... j'ose pas en dire trop. On suit une jeune adolescente de 13 ans en 2018, mais c'est un film que je dirais qui est peut-être sur l'anxiété. Mais c'est excellent. Et si vous avez aimé ces specials, je pense que vous allez trouver la même sensibilité, mais si vous n'avez pas aimé ces specials, vous allez quand même le voir parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait sur scène, évidemment. On est complètement ailleurs. 8th Grade, avec une nouvelle actrice en plus, Elsie Fisher, une jeune fille qui a vraiment l'âge. Peut-être que tu n'as jamais un personnage qui a l'âge. Ouais. Si tu prends un adolescent, tu vas prendre quelqu'un de 22 ans qui a l'air jeune. Babyface. Elle a fait le film 8th Grade après sa 8e année. Okay. L'été après. C'est vraiment collé sur... et tout le monde qui joue dedans sont des vrais gens de cet âge-là. J'arrête d'en parler parce qu'un film, il ne faut pas trop avoir il faut juste le regarder. Non. Allez voir ça. Marc-Antoine, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Garde ton absence de trait d'union. Et ta bonne humeur. Oui, absolument. Je vais t'essayer de chercher ta fille. OK, bye-bye. Okay. Merci. Yeah, Marc-Antoine Godin. Merci à Marc-Antoine. Vous avez dit qu'il était bon. Yeah, les gens, personne ne m'a écrit pour me dire qu'il pensait qu'il allait pas être bon. C'est juste moi qui parle un personnage fictif qui règle pas ses problèmes personnels. Merci à Marc-Antoine d'être venu. C'était vraiment le fun. The Athletic, allez checker ça. Une application que je consulte de manière quotidienne et je ne suis même pas payé pour dire ça. J'attends juste qu'il fasse un article sur moi qui est pas encore arrivé, mais regarde, on travaille là-dessus. Donc, je vous rappelle, allez juste checker l'épisode 1, retournez voir à 50 secondes du début. Allez checker juste mon message d'introduction qui parle un peu des nouveautés excitantes, exaltantes, dis-je, de la nouvelle saison 3 de Dread sur le Tape, incluant notre page Patreon et tout. Hey, juste chill out, OK? Passez une belle semaine. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dread sur le Tape avec moi-même. OK, bye-bye now, bye-bye.